partie débunkage, comme promis. Donc, pour ceux qui ont suivi depuis tout à l'heure, eh ben, on va débunker un petit passage, en fait, une réunion avec plusieurs intervenants. Entre autres, vous allez retrouver Ouria Boutelja, Maboula Soumaoro et Nasser Aghenif. Alors, je tiens à préciser en préambule pour ceux qui découvrent à chaque fois un peu cet exercice que je suis pas, comment dire, je ne suis pas là pour m'attaquer aux personnes que je ne connais pas. Hein, donc voilà, je n'ai pas d'a priori sur ces gens, je n'ai rien contre elles personnellement. Maintenant, je m'attaque au discours, à l'idéologie, à l'idée, au message, pas au messager, évidemment. Donc c'est pour bien préciser, parce que pas commencer à me dire oui, oh, je m'attaque. Non, je m'attaque pas aux gens pour ce qu'ils sont. Ça n'a aucun intérêt. Je les connais pas. Je connais pas ces dames. Mais maintenant, elles défendent une idée publique. Elles défendent, pour moi, une idéologie. Et c'est sur ce plan des idées que, évidemment, je développe mon argumentation et pas sur le plan des personnes. Hein. Donc, tous les, épargnez-nous le pathos inutile de oui, oh non, tu l'aimes pas. Non, on s'en fout, je vais dépasser ce stade, au contraire. Voilà, c'est des gens, je les écoute, mais je suis évidemment en profond désaccord. Et de ce point de vue-là, voilà, c'est sur ça que je réponds et non pas sur les gens. Voilà, c'est dit pour ceux qui ont du mal à comprendre et qui ne maîtrisent pas l'exercice. Voilà. Alors pour vous situer aussi l'ambiance, c'est après une émission de Ce soir ou jamais, dans laquelle il y a eu Roya Boutelja, Maboula Soumaoro et Thomas Guénolé sur l'antiracisme et les antiracismes irréconciliables. Et donc elles font elles-mêmes le débrief de leur côté face à du public en réabordant évidemment toutes ces questions et j'ai presque envie de dire de façon très libérée justement, même peut-être par rapport au ton de l'émission. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, puisque ça, ce serait un peu déjà une vision des coulisses et de ce qui se dit réellement. Et quel est on va beaucoup plus dans le fond du discours, avec beaucoup moins de pincettes et beaucoup moins de politiquement correct. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà le contexte de la réunion et des discours qui vont vous être présentés. Et il y aura aussi des interventions du public, parce qu'il y en a certaines qui méritent évidemment toute attention. Maboula Soumaoro était parmi d'autres intervenants les invités de Frédéric Tadei. Vous avez sans doute vu ou revu l'émission. Mais dans un premier temps, afin de ne pas céder à la tentation ou la facilité de la paraphrase de ce qui a été dit par les unes et les autres, il me semble utile de commencer par mettre cette séquence en perspective. Alors, à nous dire, on va commencer par mettre cette séquence en perspective. Et c'est très intéressant, vous allez comprendre comment elle met ça en perspective d'entrée. Elle prend un sens accru en l'inscrivant dans ce temps long qui conjugue racialité et colonialité. Voilà, donc ça s'inscrit dans un temps long qui conjugue racialité et colonialité. Donc déjà, on pose les pieds dans le plat, si j'ose dire, d'entrée de jeu. Donc, on a posé racialité et colonialité. Alors, colonialité reste à définir, puisque on le verra, ne s'attache pas à la définition des mots. Pourtant, pour moi, à mon sens, c'est quand même une chose très importante, de savoir qu'est-ce qu'on met derrière un mot. Colonialité étant un néologisme, qu'est-ce que ça signifie réellement, hein, la colonialité. D'ailleurs, pour des gens qui, la plupart, sont nés certainement après les histoires coloniales. Mais bon, on parlait d'un héritage probablement, mais en tout cas, ce n'est pas excessivement clair. Vous les imaginez bien, on peut préjuger un peu. Derrière colonialité, on sent bien qu'il y a l'affaire donc d'un système colonial avec un colon décolonisé, un colonisé oppressé par des colons, et ces mêmes descendants de colonisés se perpétueraient dans un cycle infernal avec les mêmes colons, aujourd'hui occupant en plus les terres chez le colon, qui appliqueraient les mêmes méthodes de persécution qui jadis appliquaient à ses ancêtres. Pour résumé, mais c'est quand même ça qui est posé. Oui, ça m'a remis à ma place, parce que je lutte contre la blanchité. Je parle de ma personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me bats contre ma blanchité. Elle se bat contre sa blanchité. Voilà, alors ça, c'est une intervenante, hein, voilà, c'est un petit peu des fois dans le désordre, hein, j'avoue, c'est volontairement, mais elle lutte contre sa blanchité. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Donc, vous avez des gens, vous avez ce discours qui vient des États-Unis,
qui nous a été insufflé donc avec un discours de victimisation, en fait, de perpétuelle flagellation. Comme ça, on demande aux Blancs de s'auto-flageller, de se repentir, hein, et voilà, d'avoir ce discours, on est des Blancs privilégiés, voilà, complètement intégré. Vous voyez, ça passe aussi en France. Hein, voilà, donc ce serait des Blancs privilégiés. Le fait d'être blanc, vous dites, bon, bah, vous êtes privilégiés. Ce qui devrait être quand même un préjugé raciste en soi. Ah non, non, là, non, non, là, c'est normal. Dans l'idéologie antiraciste, ce préjugé raciste est admis, non, non, comme une évidence et pas du tout comme un préjugé raciste. Bon. J'ai une maman juive qui est née en Algérie, j'ai un père musulman qui est né en Algérie. Je suis le fruit défendu de l'histoire coloniale, qui n'est pas assumée. Je suis presque un dommage collatéral. Et tous les jours, voilà, par rapport à ma prise de position, et je l'assume clairement, et je parle du pire, du Parti des indigènes de la République que je ne découvre pas, que je n'ai pas découvert par rapport à cette émission. Je suis les aventures du pire. J'étais aux 10 ans, de manière... Déjà, elle vous donne quand même sa tendance politique, elle suit le pire, elle nous explique qu'elle est moitié juive, moitié musulmane. Bon, dommage collatéral de l'histoire coloniale. À ce moment-là, moi-même, devrais-je me considérer aussi à mon tour comme un dommage collatéral de l'histoire coloniale? Ouais, non, on peut voir ça aussi comme voilà, un produit, une histoire, mais sans qu'elle soit un dommage collatéral. Après tout, oui, il y avait bien des juifs et des musulmans en Algérie avant l'arrivée de la colonisation française. C'est quand même extraordinaire. Et moi, je pense que peut-être bien que s'il y a des juifs qui ont pu épouser des musulmanes, c'est peut-être parce que aussi, c'était pardon, dans un contexte avec justement la France qui dirigeait. Voilà. Mais ça c'est une question auquel on ne répondra pas et qui ne sera pas évoquée, évidemment. Discrète, et cette émission a réveillé quelque chose de sincère, c'est-à-dire que je ne me sens pas à ma place aujourd'hui en France. Et des amis juifs et juives, et là il est question de race, c'est-à-dire que je suis... Ah, des amis juifs et juives, et là il est question de race. Donc, vous voyez, même les juifs qui vont dans ces manifestations, donc à la fois s'autoflagellent en tant que blancs, mais s'essentialisent eux-mêmes en tant que race, se comprennent en tant que race, se vivent en tant que race. C'est exactement ce qu'elle nous dit. Un petit peu contradictoire. Algérienne avant tout. D'une mère juive, d'une mère algérienne juive et d'un père algérien musulman. Donc, elle se sent algérienne avant tout. Donc, pourquoi elle veut nous imposer, entre guillemets, cette espèce de vision des choses, c'est-à-dire, je vais imposer quoi? Sa judaïté, son islamité, à son tour. Et là, vous allez voir ce qu'elle répond, c'est très intéressant. Mais je suis moi, et j'ai toutes ces différences. Comment je les impose aujourd'hui? On ne me laisse... Comment je les impose aujourd'hui? Bon, bah, vous avez compris. Comment je les impose? Elle veut imposer ces différences. C'est-à-dire que les différences sont plus vécues comme un état de fait et une spécificité culturelle. Je veux dire, à mon stade, moi, je sais de quoi je parle aussi, justement, sur cette double culture. Mais je ne vais pas imposer, justement, cette différence aux autres. C'est quand même sacrément gonflé, quoi. C'est-à-dire que en plus, elle dit, je suis algérienne, hein, elle se sent algérienne, donc en plus elle veut imposer aux Français, alors qu'elle se sent même pas française elle-même, justement cette différence de culture. Et comment elle impose aux autres? Bah, c'est quand même extraordinaire, je trouve. Là on est quand même dans un débat, vous voyez, comment les gens refusent, c'est ça le principe qui mène à ce que des gens refusent de s'assimiler. Pourquoi il y a du sentiment qui naît comme ça? Vous avez bien vu que l'anti-France, il faut bien qu'il se nourrisse auprès d'un discours, celui-là en tout cas il lui donne... Hein, il lui donne du grain à moudre, comme on dit, et beaucoup même. Hein. On ne me laisse pas les imposer. On lui laisse pas les imposer. Bon, tout ça reste en plus à définir, parce que on lui laisse pas les imposer. En France, on donne justement beaucoup plus la parole à son type de discours qu'à des discours inverses, ou à des discours qui seraient tenus par des blancs, mais sur le même logiciel qu'eux. Ça c'est le suprême interdit. Alors là, c'est le tabou suprême. C'est ça qui est hypocrite. Moi, c'est ça que je dénonce dans l'hypocrisie. C'est que ce qui est admis pour les uns n'est pas admis pour les autres. À ce moment-là, alors qu'ils sont sur un logiciel idéologique, vous allez voir qui se ressemblent quelque part. Alors pourquoi on l'admet pas, on autorise les uns et pas les autres? Ça, c'est une question. On dit qu'on est prêt à débattre, on est prêt à se battre,
on est prêt à se défendre, mais il faut quand même que ces batailles-là, comment dire, aient lieu sur la base de la vérité. Sinon, c'est biaisé dès le début. Même... Oui, que ces batailles-là aient lieu sur les bases de la vérité, ça me semble essentiel. Mais qu'il y ait un parti pris idéologique dans les grands médias qui serait plutôt en leur faveur, ça, elles ne veulent pas l'admettre, et pourtant, c'est réel. Parce que le parti pris idéologique que vous allez voir dans l'ensemble des médias, il ne va pas en faveur de ceux qui défendraient une idée ou un intérêt national commun. Il va plutôt dans l'intérêt de ceux qui défendent cette idéologie antiraciste dans toute sa splendeur. Et c'est ça qui est le fer de lance même de presque tout le monde médiatique. Il y a quoi ? Vous allez avoir dans tout ce monde-là une voix discordante du côté de Zemmour, peut-être, et c'est tout. Ça fait 1 sur 200 journalistes, hein. Donc ça fait quand même très peu. Quand on mène une guerre, il y a des lois qui régissent la guerre. C'est pour ça qu'il y a le concept de crime de guerre. Voilà. Il y a des règles. Et donc... Voilà, il y a des règles guerre. Ouais, c'est quand même... Moi, je préfère justement, je m'attache aux éléments de langage qui sont utilisés, et elle compare bien ça à une guerre. Elle dit dans une guerre, il y a des règles. Et donc, pour elle, il s'agit bien d'une guerre. Et effectivement, elle est sincère, je pense, parce que oui, c'est bien une guerre. Effectivement, une guerre d'idées, hein, mais des fois qui peut prendre des ressorts physiques beaucoup plus violents. Et c'est ça qu'on veut refuser de voir dans cette guerre, parce que peut-être les combats ne sont pas encore bien face à face, ce sont des événements sporadiques, mais cette guerre est bien réelle et elle a parfaitement raison. Et il y a une guerre civilisationnelle qui est en cours. Et quand vous allez voir et comprendre à quel point, justement, elles sont, pour moi, dans une idéologie d'attaque, une idéologie d'imposer à l'autre, et ben, c'est pas étonnant qu'évidemment ça finisse en guerre, oui, ça finit en conflit, parce que quand vous voulez imposer une idée à quelqu'un contre sa volonté, vous allez vous heurter forcément à un refus. Et si son refus est puissant, ça va finir, oui, en conflit. Hein, et ensuite, il faudra un vainqueur. Voilà. On peut attaquer Ouria, on peut ne pas être d'accord avec les indigènes de la République, mais quand même, il ne faut pas déconner, il faut lire un bouquin et il faut pouvoir opposer et formuler des arguments qui... Oui, on peut, bien sûr. Enfin, moi, je pense qu'Ouria Boutadjah aussi, on peut formuler des arguments. Après, elles s'offusquent, évidemment, qu'on leur a mis peut-être un Thomas Guénolé. Mais qu'est-ce qu'aurait fait une Ouria Boutadjah face... Je ne sais pas si on avait mis Adrien Abosi, par exemple, voilà, en face, ça aurait été plus intéressant, je pense. Voilà, on aurait pu voir quelque chose naître. Mais c'est parce que Thomas Guénolé aussi défend, en plus, lui aussi, une certaine idéologie aussi, quelque part. Qui tiennent la route. Voilà. Enfin, essayez de penser encore aujourd'hui que les races n'existent pas, qu'on n'a pas remarqué que j'étais noire, qu'on n'a pas remarqué qu'Ouria est arabe. Enfin, ça, c'est lassant. Je ne sais même plus quoi dire pour... Alors, là, ça, c'est marrant, parce que elle nous dit, bon, bah voilà, le débat, il est de toute façon, il se pose sur la race. Hein, elle dit, pour elle... D'ailleurs, c'est étonnant parce que Maboula Soumaoro, c'est une grande copine de Rokhaya Diallo, qui, elle, est sur une ligne où elle nous explique à longueur de temps, les races n'existent pas. Ça reste un mystère pour moi, entre ces deux lignes. Et donc, elle, la race est partout. Hein, voilà, elle est absolument partout, donc tout se joue et tout s'explique voilà, au prisme des relations interraciales. Ce que je trouve, à mon sens, exagéré aussi. Mais, quand bien même ce facteur-là, il peut rentrer en compte dans un certain nombre de choses, je ne crois pas que ce soit l'alpha, l'oméga aussi, à chaque fois, dans tout, de tout. Et la personne aussi, il y a des aspects culturels, des aspects de comportements sociaux, voilà, il n'y a pas que, que l'aspect racial. Je ne sais même plus quoi dire pour parler de tout ça. Parce que même en arrivant à l'émission, il a fallu que je me présente. Donc il y a des agents de sécurité. Et les agents de la sécurité m'ont fait répéter 2 fois le fait que est-ce que j'étais vraiment une invitée ou est-ce que je faisais partie du public. Voilà. Bon, ben voilà, elle est vexée parce qu'on lui a fait répéter 2 fois. Est-ce que madame, vous êtes vraiment invitée? Parce qu'il voulait pas se tromper, peut-être qu'il n'avait pas compris, et puis il n'est pas habitué, et puis on la connaît pas, et puis bon, est-ce que c'est parce qu'elle est noire? C'est ça le truc qui est quand même extraordinaire. Peut-être qu'il aurait vu un blanc, voilà, et de la même façon, il lui aurait demandé, non mais vous, bah, machin, mais vous êtes sûr, etc. Donc,
Ça aussi, c'est un préjugé raciste de penser que parce qu'on a pensé qu'il m'a demandé ça, c'est parce que c'était une personne qui était noire. Donc c'est quand même raciste de préjuger à chaque fois de ça, quoi. C'est quand même assez incroyable, quoi. Donc on peut même pas lui demander à l'entrée du studio pourquoi elle vient sans avoir à l'idée, à l'esprit que peut-être on lui pose la question parce qu'elle est noire. Bon, c'est un peu largement exagéré, quoi. Que les mecs de la sécurité étaient arabes, ça change rien à nos problèmes. Ça, on précise, bon, c'était des mecs arabes. En plus, ça tombe bien. Bon, pour une fois, vous voyez, les blancs, ça vous tombe pas trop dessus. C'était des arabes. Que eux, justement, bien placés pour savoir qui sont les invités habituels de Ce Soir ou Jamais, ils savent très bien que les gens comme moi ne font pas partie des invités habituels. Les gens comme moi, au sens noir, hein, parce que c'est pas les gens comme elle, au sens individuel, Mamoula Soumoro, parce que des noirs invités à Ce Soir ou Jamais, il y en a plein, on a des photos, il y en a plein des noirs invités à Ce Soir ou Jamais, hein. Faut arrêter, il y en a. On va dire quoi, Frédéric Tadei, il fait des listes et des machins en fonction des couleurs de peau et tout, non, vous rigolez. Rokhaya Diallo, elle passe sa vie à la télévision française, elle a invité constamment dans toutes les émissions, alors qu'on me dise, oui, ils sont tous d'horribles racistes, etc., oui, les gens comme moi sont pas invités. Écoutez, je sais pas, ces gens-là, à un moment donné, qu'ils ouvrent les chaînes de télévision, ouvrez les chaînes de télévision, vous allez voir que des journalistes noirs, il y en a partout. Journaliste phare d'ITélé, c'est un noir, il y en a sur BFM, il y en a machin, il y a des arabes partout, à la télévision, sur les grandes chaînes, des journalistes partout. C'est Karim Brissouli à France 2, il y en a des tas. Faut arrêter, on n'est plus dans les années 80. Faut que ces gens arrêtent de nous vendre un monde, une situation des années 80 qui n'est plus la réalité. Quand on dit noirs à la télé, comme si il n'y a jamais de noirs à la télé. Mais c'est quoi ces conneries? Il y a énormément de noirs à la télé. Ah oui, quoi, il faut aussi, des chaînes de télé noires, etc. Tant qu'il n'y aura pas des BET à la française avec des noirs qui soient du CEO, hein, parce qu'on va prendre les termes américains jusqu'au mec du Standard, la France sera un pays raciste, quoi. C'est un peu ça. Donc faut quand même pas exagérer, quoi. Des noirs, il y en a partout à la télévision française depuis 2005. Il y a une politique du CSA. Vous n'avez qu'à voir depuis 2005. C'est déterminé, ça a été fait exprès. On a même pris des gens, moi j'ai vu des journalistes ITélé, alors je sais pas s'ils vont les garder, parce qu'ils en ont pris vraiment beaucoup. Il y en a, ils savaient même pas parler, ils parlaient avec des accents à couper au couteau. Attendez, des journalistes d'ITélé, non, faut quand même pas déconner. Ça, c'est mon corps qui parle. Que là, je pense que c'est aussi ce qui a été mis en évidence à travers, effectivement, une sorte de scénographie de la blanchitude dans... Une scénographie de la blanchitude. Là, on vous explique, hein, il parle de Thomas Guénolé face à Mamoula Soumoro et Roya Boutelja, et on vous parle d'un scénario de la blanchitude. Hein. C'est-à-dire que elles, peuvent se permettre, en fait, tous les raisonnements sur la base que Thomas Guénolé est un blanc, et donc, en tant que blanc, il y a tout un tas de choses qui découlent. En revanche, le fait inverse, alors là, je vous dis, c'est du racisme, hein, c'est du préjugé, pas d'amalgame, ouais, machin, et vous stigmatisez et compagnie, bon, voilà, c'est dans le sens inverse. Par contre, là, elles peuvent se permettre absolument tous les préjugés, c'est la blanchitude en plus, vous voyez, alors que vous rendez compte des termes utilisés, la blanchité, etc., vous vous rendez compte que l'inverse eût été un scandale, mais total. Vous osez imaginer qu'on parle d'Obama, oui, ouais, la négritude, la négrité d'Obama, machin, etc., hein, un peu comme Laurent Ruquier qui parle de Trump, ouais, ce gros blanc, vous l'imaginez 2 secondes parler d'Obama, ouais, le grand noir. Ah non, mais là, maintenant, il est à la 17e, là. Vous voyez, le fameux, la chambre orwellienne, là, où on vous explique comment faut penser et comment faut parler. Ben voilà. Donc, c'est-à-dire que ce qui est admis d'un côté, je suis désolé, n'est pas admis de l'autre. On n'aurait pas admis qu'en France, il y ait un animateur télé dans une chaîne de télé qui va dire ça. Vous avez qu'à voir l'autre, de toute façon, le représentant de la police, là, qui a dit Bamboula, vous avez bien vu, il a dû s'excuser, etc., machin, etc., il n'a pas compris, non, ça se passe pas comme ça en France. Donc, j'ose même pas imaginer l'inverse. Donc, quand elle nous dit ça, je suis désolé, mais non, c'est pas exact, hein. En France, me dire qu'on va pouvoir dire oui, Obama et sa négritude, vous allez voir, ça passera pas. D'ailleurs, regardez à BFM, il y a juste la représentante
représentante républicaine qui avait dit oui, ah bah Obama, son cœur penche plus pour l'islam que pour les chrétiens, on l'a viré du plateau. Donc, allez leur parler de négritude, de négrité, etc. C'est-à-dire, pour reprendre les néologismes, mais adaptés aux Noirs, ça ne passerait pas. Ou adaptés aux Arabes, c'est pareil, ça ne passerait pas. Alors que dans l'autre sens, elle, en tout cas, le discours ne les gêne pas parce que ça sert quand même une idéologie de base qu'est l'antiracisme, dans lequel le blanc est méchant, mauvais, raciste, et tout le reste de l'humanité est gentil. On va le voir très bien. Dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que si on voulait aujourd'hui, à travers l'émission à laquelle vous avez été associé, comprendre ce que c'est qu'être blanc et être ignorant à sa blanchitude, ce serait effectivement vers cette émission qu'on pourrait se tourner. C'est inévitable. Voilà, donc si vous êtes blanc et que vous voulez avoir, bon désolé il y a eu un petit passage noir, mais c'est la vidéo, c'est pas moi, et donc on vous parle de blanchitude, de blanc conscient de sa blanchitude, c'est-à-dire le blanc doit être conscient de sa blanchitude. Quand on vous dit blanchitude, en plus en tant que blanc, il faut que vous compreniez qu'on vous dit, vous êtes privilégié, vous êtes un être raciste depuis des siècles, et qu'il va falloir vous repentir, enfin dans ce siècle, vous convertir à l'antiracisme, admettre, expier tous vos péchés. Ça, c'est le cadre, comment il est posé, c'est ce qu'il y a derrière le mot blanchitude, hein, évidemment. Hein. Derrière négritude, c'est autre chose. C'est le combat des Noirs, l'unité, la fraternité, la justice, l'humanisme, etc. Hein, voilà. Ça c'est la négritude. Hein. C'est lié à des choses très, très positives. Hein, la blanchitude, non, ça, c'est quelque chose de très méchant. C'est une nécessité, y compris d'ailleurs pour parvenir parfois à ouvrir des brèches dans les dispositifs dans lesquels on est positionné, hein, parce qu'on a la maîtrise à peu près de rien. Alors, elle va dire ouvrir des brèches dans lesquelles on est positionné. Et vous allez découvrir qu'en fait, cette dame, comme Maboula Soumaoro et comme accessoirement, un peu indirectement, Roya Boutenja, sont des gens qui travaillent pour l'État. C'est des gens qui sont payés par l'État. C'est-à-dire que l'État français, donc vous voyez, cet état de blanchité et raciste structurellement, paye des gens qui vont faire des conférences, qui travaillent pour l'État et qui distillent leur idéologie, donc à longueur de temps, contre ce même État français, qu'elles accusent de racisme et tous les maux du monde, et elles pratiquant des amalgames sans complexe, en parlant de blanchité, blanchitude, de blanc. Hein. Ça, par contre, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Et comme elle va l'expliquer, c'est elle qui distille son idéologie pendant ses cours. Mais ça ne dispense pas de faire un travail partout là où nous nous trouvons. Moi, je le fais à l'université, face à des étudiants qui sont des étudiants travailleurs, qui sont d'ascendance migrante et coloniale, ou qui sont... Alors, des étudiants travailleurs d'ascendance migrante et coloniale. Oui, parce que ça, il va falloir vous habituer à les genres. Vous allez voir, après, ça devient très, très compliqué. Donc, il y a donc des travailleurs, donc des étudiants travailleurs d'ascendance migrante et coloniale. Donc, il y a des ascendances coloniales. Donc, ces gens-là perpétuent le mythe. Ils vont vous dire que c'est le blanc qui perpétue constamment le mythe du colonialisme. Mais là, c'est quand même extraordinaire. D'ascendance coloniale. Donc, la colonité, hein, puisqu'on va reprendre des néologismes comme eux. Donc, la colonité, d'ailleurs, colonité... Hein, ça me ferait penser plutôt à un colon, moi, une colonscopie, vous voyez, ça se ressemble plutôt, donc la colonité, ce serait une enfilade, quoi, en gros, hein, pour ceux qui comprennent, mais cette colonité, donc, elle sera à la fois génétique, donc, elles enferment les populations, en plus, dans un rôle perpétuel de coloniser, perpétuel de victimisation. En cherche, c'est quoi? C'est une espèce de haine perpétuelle. Elles vont entretenir donc ce rapport, alors qu'en plus, elle parle de colonité, mais ça concerne qu'une partie de la population, parce que au niveau de l'écolonisation, il y a beaucoup, effectivement, alors ça, je sais, ça va déranger, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais vous voyez, cette revendication sans cesse de la victimisation perpétuelle, elle vient essentiellement des populations africaines. Et pourtant, dans l'histoire de la colonisation européenne, il n'y a pas eu que des Africains qui ont été colonisés, y compris dans l'Empire français, puisqu'on a l'exemple même avec les Indochinois, de l'autre côté, en Asie du Sud-Est, qui eux aussi ont été colonisés par la France. Et pourtant, malgré... nonobstant le fait que ce soit des gens qui aient vécu depuis la Seconde Guerre mondiale, quasiment 20 ans, 30 ans de guerre ininterrompue, des millions de morts, la guerre avec les Français, puis la guerre avec les Américains, etc., enfin des guerres atroces,
Ils n'en tiennent pas rigueur à la France. Moi, j'entends pas les comités de Vietnamiens sans cesse venir chialer, nous expliquer leur colonité, leur je sais pas quoi, vietnaminité qui a été remis en cause par les vilains Français qui sont venus, etc. Ils ont vécu cette histoire coloniale comme les autres. Ils ont pris leur indépendance par les armes en plus. Hein, voilà. Donc, il y a toute une fierté en plus nationale par rapport à ça. Parce que ce sont des pays, ils sont devenus indépendants par eux-mêmes. Le jour où ils ont dit on en a marre et ils ont pris les armes, sont devenus indépendants. Mais ils n'en tiennent pas rigueur jusqu'à aujourd'hui. Vous n'entendez pas les Vietnamiens former des comités ou venir se plaindre sans cesse pour que la France reconnaisse le génocide vietnamien, ou alors qu'il y ait des Vietnamiens au Parlement parce que c'est l'histoire de France, parce que Dien Bien Phu et compagnie. Non, voilà, c'est une question d'attitude. Donc, c'est quand même, est-ce que ça fait avancer les choses, ces gens qui vont perpétuellement donc vous remettre dans votre, comment dire, dans une espèce de conditionnement historique prédéterminé en fonction en plus de à la fois votre origine, histoire personnelle, qui n'est pas forcément en plus correspondante à l'imaginaire qu'elles ont pu développer. Pour ma part, hein, justement, je vais prendre mon exemple comme ça, je ne me mouille pas, je prends mon exemple personnel, mais moi je ne rentre pas du tout dans cette case, justement, de colonité. Alors à ce moment-là, je suis moitié, moitié du colon, moitié du colonisé, et puis je me tranche en deux, je fais quoi? Et elle a dit, je devrais choisir le colonisé, mais le colonisé de quoi? Le colonisé, mais quel colonisé? Déjà, elle vit en France, elle est payée par l'État français. De quelle façon elle est colonisée par l'État français? Donc ça veut dire qu'il y a bien, pour ces gens-là, dans leur esprit, une espèce de comment dire, une espèce j'ai envie de dire de haine, mais je n'aime pas le mot, mais c'est un mot que même affectionne tant, mais vous savez, comme quelque chose, une rancœur, voilà, une rancune entretenue, qui est le ferment de leur idéologie, qui est « nous sommes des enfants, nous avons été colonisés, donc maintenant nous allons prendre vengeance ». Quand bien même le colonisateur n'est plus le même, le pays a complètement changé, vous avez les mêmes droits aujourd'hui, elle est payée par ce même État colonial, hein. C'est cet État colonial avec ses colons qui la font vivre, et pourtant elle va t'expliquer, oui, la colonité, etc., on serait dans des mascarades entre le blanc et le reste de l'humanité, dont le blanc voudrait se débarrasser, alors quand bien même c'est les pays blancs qui sont le plus attaqués à l'heure actuelle où on parle. Il faut quand même remettre les choses, ce qui est en train de se passer, l'invasion migratoire, à terme, le grand remplacement, c'est pour les blancs. Le continent des pays qui risquent de disparaître, ce sont les pays blancs, c'est pas les pays d'Afrique, hein, qui sont concernés par ce grand remplacement. La mondialisation, elle arrive sous d'autres formes aussi en Afrique, mais pas par la forme migratoire invasive comme elle est en Europe, qui est un vrai remplacement de la population européenne. Ça, c'est une réalité. Blancs dans des situations de déclassement. Je considère que là, j'ai un travail à faire, effectivement, qui est un travail de fond. Des blancs en situation de déclassement. Bon, en tout cas, alors ça, c'est les... J'adore, parce qu'il faut le préciser. Ils peuvent pas être blancs tous. Non, ils sont blancs en situation de déclassement. C'est pour ça qu'ils sont gentils avec les noirs. Parce que le blanc, dès qu'il a de l'argent sur son portefeuille, il devient méchant et raciste. Hein. Ça, c'est bien connu. Le blanc, dès qu'il a 3 chiffres sur son compte en banque, tout d'un coup, il commence à plus trop aimer les noirs. Non, mais vous voyez, ça c'est tout le discours, en plus, qui tient de la gauche depuis des années, hein, qu'on vous explique qu'au lieu de voir les problèmes identitaires, on les place sur le plan social en vous expliquant s'il y a des racailles, si les gens ne veulent pas s'intégrer, c'est un problème social, c'est parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, etc. Ça, c'est la vulgate de gauche. Ça fait 40 ans et on voit les résultats que ça a produit et c'est complètement du déni. C'est-à-dire qu'ils refusent absolument d'admettre les problématiques culturelles. Donc voilà, bon alors... Et pourtant, il suffit de les écouter, tout est dans le discours. Donc les blancs déclassés. Les noirs, tout le monde peut venir, on ne savait pas, hein, les noirs, ils pouvaient être riches ou pas riches, mais peut-être qu'elle préjuge que les noirs sont pauvres, alors que le blanc, par contre, il faut qu'il soit pauvre pour pouvoir s'intéresser à ce que ces gens font. Et c'est le travail auquel je me consacre le plus. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'elle est prof, mais elle nous explique, c'est le travail auquel je me consacre le plus, donc ce n'est pas son activité de professeur, mais bien son combat antiraciste qui est bien plus intéressant, j'imagine, pour elle. C'est-à-dire qu'il y a aussi, et là, je pense qu'il faudrait ne pas sous-estimer ça,
Alors là, c'est très intéressant. Il va aborder un problème, ce jeune homme. Et voilà, comme il dit, il ne faut pas sous-estimer. Et il va aborder le problème du racisme intercommunautaire. Racisme entre les communautés qui subissent le racisme politique. Alors, racisme entre les communautés qui subissent le racisme politique. Vous voyez, c'est pour ça que ça devient compliqué. Donc, il y aurait des racistes. Maintenant, il y a deux types de racistes. Vous voyez, les racistes, les méchants de l'État, blancs et tout. Et puis, il y a des racistes chez les Noirs et les Arabes. Ah bon? Oui, il y a des racistes. Mais c'est pas pareil, vous allez comprendre, évidemment. Ça aurait été trop simple. Oui, effectivement, parce que ce racisme-là provoque quelques violences aussi, ce racisme. Il provoque quelques violences aussi. Intéressant de l'admettre, déjà. Ah, donc en plus, il y a des violences, hein, parce que tout à l'heure, on parlait de racisme d'État, mais l'État, voilà, c'est quoi la violence? Oui, on a dit, on fait refuser un appart, quoi. Tout ça reste à démontrer, en plus. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je suis content de vous voir là, vous deux, et voir des Noirs et des Arabes ici lutter pour ce racisme politique. Ah, lutter pour ce racisme politique. Les mots veulent tout dire. Hein. Il dit, je suis content de voir des Noirs et des Arabes lutter pour ce racisme politique. Parce que c'est exactement... Il s'en rend pas compte, d'ailleurs, dans ce qu'il dit, mais parce qu'il dit tellement la vérité, il est sincère. Ils luttent pour un racisme politique. Ils sont en train d'instituer en France un racisme politique. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et il ne le sait pas lui-même tellement... il a voulu dire, on a bien compris, il était contre le racisme, mais il a dit, réunis pour lutter pour le racisme politique, parce que c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont en train de créer un racisme et de lui donner un corps politique. Donc ils créent un racisme politique. Et il ne sait pas, mais il le dit la vérité. Mais on a du mal à s'unir parce que, moi par exemple, il y a une prolongation d'un racisme que je vois au Maghreb qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même du mal à m'associer avec des Arabes parce que je me dis, il y a quand même quelques dénigrements qu'on ressent, qu'on voit tous les jours. Et on peut... Alors, voilà, c'est normal, hein, c'est des moments, la vidéo, il y a quelques passages comme ça qui coupent. Alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Il nous dit que lui, il a du mal à s'unir avec les Arabes parce que il est victime d'un racisme, en particulier le racisme anti-noir au Maghreb. Racisme très connu, effectivement, les communautés noires sont victimes de racisme profond, puissant dans le Maghreb. Beaucoup de migrants arrivent jusqu'en Algérie, jusqu'au Maroc. Certains, même des fois, sont rejetés dans le désert. On a vu les autorités algériennes faire des chasses, véritables chasses à l'homme, prendre des migrants, les ramener à Tamanrasset, vous savez, à la frontière avec le Niger, au fin fond, à 2-3 000 km d'Alger, là, dans le fin fond, le fin fond de l'Algérie. Voilà, c'est ça la réalité. Et il y a un racisme absolument puissant dans le Maghreb. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder en face. Évidemment, du côté antiraciste, vous allez voir, ils ont une explication toute faite. Parce qu'évidemment, c'est pas de la faute des Noirs et des Arabes. S'ils sont racistes entre eux, c'est forcément que c'est le blanc qui l'a voulu. Bon, ça, c'est encore l'explication antiraciste. Mais au moins, voilà, ce jeune homme, lui, pose l'idée du racisme noir et arabe. Et vous allez voir ce qu'on lui répond. Pas mettre ça sous couvert et dire non, ça n'est pas important, ça n'a pas de sens. C'est important, là, c'est important ça aussi. Voilà. Non mais la question de monsieur est pertinente. La question de monsieur est pertinente parce que là on ne parle pas de racisme anti-blanc qui n'existe pas. On parle pas de racisme anti-blanc qui n'existe pas, parce que ces gens-là, donc ils sont persuadés, c'est une de leurs... C'est un de leurs leitmotifs, c'est quand même un de leurs axes favoris. Le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est décrété, c'est dans l'idéologie antiraciste, il faut l'admettre. Donc à un moment donné, c'est-à-dire que puisqu'il n'existe pas, on ne peut pas le combattre, en plus. Par définition, on ne peut pas combattre ce qui n'existe pas. Donc pour eux, il n'y a pas de racisme anti-blanc à combattre. Les blancs victimes de racisme, elles vont nous donner leur explication, mais ce n'est pas du racisme. C'est forcément... et le racisme entre noirs et arabes, vous avez vu, ah oui, mais elle va nous donner son explication. Forcément, c'est pas les Noirs et les Arabes qui sont racistes. Ah bah non, ce serait trop facile. Non, ça, c'est trop facile. C'est une explication trop simple. Mais on parle des racismes intercommunautaires. On les constate, et vous avez parfaitement raison. Donc là, les nier, ce serait vraiment être en dessous de la réalité. Bien entendu... Attendez, j'ai pas terminé. Ça n'a pas... Il y a le racisme. Non, mais on va parler calmement. Il n'y a aucune raison de se prendre la tête, franchement.
Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec son assertion précédente quand elle dit oui, il n'y a pas de racisme en Syrie, non, il y a bien des violences, et vous allez voir, ça c'est pas fini puisque on va y venir précisément sur cette thématique. C'est pas le racisme d'État structure les relations entre nous, mais ça ne veut pas dire qu'il nous traverse pas et qu'il ne va pas jusqu'en bas. Le racisme d'État structure les relations entre nous. Donc, quand... en fait, elle part du postulat, donc tout le monde est raciste. Alors, on est tous racistes à notre niveau, dans notre façon de nous considérer. Donc, tout le monde est raciste. La boulangère, quand elle vous voit, elle vous fait un grand sourire comme ça, mais en fait, elle se pense cet enculé d'arabe dans son coin. Quand vous allez chercher un boulot, il vous a embauché dessous, mais c'est un putain de raciste et tout machin. On peut aller loin comme ça, donc tout le monde est raciste. Hein, parce que le racisme d'État structure la société. En plus, c'est tellement faux, puisque tout est fait dans l'État pour contrer le racisme. Tout est fait pour contrer le racisme, de façon orwellienne. L'État, il met les moyens. Je suis désolé, c'est Valls qui paye des associations antiracistes, les associations antiracistes qui représentent l'État, pour le coup, hein, puisque elles, quand elles portent plainte auprès des procureurs, on les écoute, on prend leurs plaintes. Elles n'arrêtent pas de déposer des plaintes contre tout le monde. Dès que de toute façon on dit quelque chose, on passe devant la 17e. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit que c'est quoi ce racisme structurel d'État? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Qu'il y a un racisme dans le corps social, ça, à la limite, encore, on peut presque l'admettre. Et il faudra aussi, justement, en déterminer les causes, hein, et d'où ça vient aussi, et quelle problématique ça pose. Parce que ça, c'est jamais étudié. Hein. Le racisme, c'est un compte d'entrée. On ne cherche pas à comprendre pourquoi il est raciste. Bon, bref. Mais elle, c'est vraiment ça l'imposture, moi, je trouve, de ces positions-là. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits en banlieue, ceux qui sont le plus en bas, c'est les Roms. Ah, c'est les Roms. Bon, c'est bien. Donc le racisme anti-Rom, voilà, vous allez voir, ça c'est une nouveauté. Les Roms, c'est pareil. On les reconnaît à quoi? Certainement leur façon de s'habiller, c'est ça, un peu dépassé. Qui est contre les Roms? Des Noirs et des Arabes. Bon, ça c'est une réalité. Alors si on n'est pas capable de voir ça, si on n'est pas capable de le combattre, c'est qu'on n'est pas capable de bâtir nos alliances. Donc nos alliances... Alors, on n'est pas capable de bâtir nos alliances, parce que vous allez voir qu'il y a un jeu d'alliances, parce qu'il y a une vision politique derrière. Il y a pas, c'est pas anodin, c'est pas le hasard. Vous savez, les gens, ils se réunissent, ils font des conférences, etc., mais parce qu'il y a un fond politique, il y a un objectif à la clé. C'est pas pour rien, tout ça prend corps, tout ça est un discours qui est très présent en plus dans la société. Vous voyez, Houriya Bouchadja, finalement, elle n'est qu'un porte-voix d'une tendance qui est là et qui existe et qui est très forte. Elles doivent se faire sur une base absolument transparente. Oui, les Arabes sont racistes envers les Noirs. Bon voilà, là c'est posé, oui, les Arabes sont racistes envers les Noirs. Ah, d'accord. Donc on admet leur racisme. Mais vous allez voir, non, c'est pas assez. Mais vous voyez, c'est quand même. Elle nous explique ça. Elle nous dit les Arabes sont racistes envers les Noirs. Oui, elle l'admet. Ce que, hiérarchiquement, c'est pas moi qui décide. C'est comme ça, c'est un système qui est hiérarchisé au niveau mondial. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de pointer les individus. Et il y a une prolongation d'histoire. Et il y a une prolongation de l'histoire. Il y a tout ça. Prolongation de l'histoire, système établi au niveau mondial, mais que je sache, les relations entre le monde arabo-musulman et le monde noir-africain, elles datent d'avant la colonisation européenne, bien avant la colonisation européenne. Donc on va pas me dire que les rapports qui ont été établis entre ces communautés nord-africaines et ces communautés arabo-musulmanes, elles ont été définies par un colonisateur européen. Vous voyez, ça a encore des on parle d'histoire, mais il y a des usurpations de l'histoire. Hein, parce que c'est toujours été comme ça, c'est que aussi dans leur imaginaire, ces arabo-musulmans se sentent supérieurs aux Noirs. Ça, c'est une réalité. Et comment c'est vrai que peut-être, comme elle dit, c'est un fait qui est là, mais surtout qu'on ne vienne pas dire que c'est un système qu'a voulu absolument le colonisateur. Hein, c'est le méchant blanc qui a dit oui, on va maintenant. Ça s'était établi comme ça parce qu'il y avait déjà des relations préexistantes entre ces populations. Il y a ce système hiérarchique et les Noirs entre eux. Il y a des racismes entre les Antillais et ceux qui viennent d'Afrique. Donc personne.
Ah, et les Noirs entre eux, elle admet qu'il y a aussi encore un racisme. Donc décidément, même quand on retombe à l'étage du dessous, il y a encore du racisme. Donc finalement, tout le monde est raciste. Hein. C'est assez phénoménal. Hein. Mais il y a une petite subtilité. Donne des exemples. Donc là, c'est pas pour dire qu'il y a des gens qui sont méchants et des gens qui sont pas méchants. On n'est pas exempt, ni vous ni moi. Donc effectivement, il s'agit aujourd'hui d'abord de le dire et de réfléchir stratégiquement à comment on fait. Alors, nous, indigènes de la République. Voilà. Elle va nous expliquer sa solution et comment, pour elle, on va régler le problème donc, du racisme intercommunautaire, donc entre Noirs et Arabes. Et puis, attention, elle nous a dit, mais même entre Noirs, ils ont des problèmes, etc. Et donc, comment on va régler ce problème-là? Je parle de nous. On a déjà réfléchi à la question, on a déjà confronté cette question avec les associations noires, dont la BAN par exemple, mais pas que. La BAN, c'est la brigade anti-négrophobie. Voilà, vous avez vu qu'ils étaient présents aussi pendant le débrief. Il nous apparaît qu'il y a une nécessité à reconnaître l'autonomie de la négrophobie. L'autonomie de la négrophobie. Donc ça veut dire, en fait, les causes seraient autonomes. Voilà, donc y a des gens, ben, ils n'aiment pas que les Noirs, puis il y en a d'autres, ils n'aiment pas que les Roms, et puis que les filles aux grands pieds, puis que les cheveux roux, enfin, parce que c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'auberge espagnole. L'autonomie de la romophobie. L'autonomie de la romophobie. Alors celle-là, elle est énorme, la romophobie. Je n'avais jamais entendu le terme, vous le découvrez vous certainement aussi. Donc il y aurait une romophobie, vous êtes des espèces de romophobes assez patentés d'ailleurs sur ce chat, c'est assez notoire. Donc je vous prierai d'arrêter les romophoseries permanentes et vos blagues stigmatisantes pour les Roms. Non, mais voilà. Donc la romophobie. Et, vraiment, on invente des termes, donc encore un néologisme. Hein. De l'islamophobie, qui effectivement appartiennent à une logique d'ensemble qui est le racisme colonial, mais... Ah, ben voilà, c'est une logique d'ensemble et c'est le racisme colonial. Tout ça, c'est la faute des putains de blancs, encore une fois. C'était trop facile. Ah, on vous a dit que non, les Arabes sont racistes avec les Noirs sont racistes et tout. Mais non, c'est parce que c'est du racisme colonial. Et c'est forcément que c'est le méchant blanc qui vous a mis tout ça dans la tête. Mais évidemment, mais qui d'autre qui a pensé ça, évidemment. Donc, même la romophobie, c'est intéressant parce que à quel moment la France a colonisé la Roumanie, ce serait très intéressant. À quel moment on a inculqué un système colonial roumain. Ça reste une énigme. En tout cas, bon, la romophobie, en tout cas, c'est un héritage colonial. Hein. C'est pas les mecs qui viennent, qui vous font les poches dans le métro, etc. Non, ça c'est pas de la... Non, c'est à cause de l'héritage colonial. C'est que vous êtes des horribles pervers et votre manque de mélanine a fait de vous des êtres immondes et barbares qui ne pensent qu'à exercer vos phobies. Vous avez tellement peur de tout le monde, c'est ça. Voilà, donc méchant blanc que vous êtes, Ouria vous explique. En plus, vous êtes même responsable du racisme entre Noirs et Arabes. C'est de votre faute. C'est comme ça. Qui, pour autant, ne sont pas complètement superposables et l'État nous distingue même dans la manière dont il nous traite. Oh, alors l'État nous distingue dans la manière dont... Les Arabes à noirs, les noirs à gauche, Non mais l'État nous distingue, on croirait que c'est les camps d'Auschwitz, Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais ces gens-là ont une vision du truc. L'autre, elle est prof, ils travaillent pour l'État, ils vont nous dire que l'État les discrimine. Alors qu'elle travaille pour l'État, nous-mêmes, moi je ne touche pas l'État. L'État, il me paye pas, j'ai pas de salaire pour faire ce que je fais de l'État. Contrairement à elles qui ont une activité payée par l'État. Donc de quoi elles se plaignent? Elles sont payées par l'État français. Et elles vont nous expliquer que l'État, structurellement, est un État raciste, colonial, et machin, et compagnie. C'est quand même d'une facilité déconcertante, et je trouve d'une ingratitude absolument incroyable. Bien. Par ailleurs, il y a les conflits interraciaux. Donc, à partir de là, s'il y a une sortie stratégique, c'est de reconnaître et même d'encourager l'auto-organisation des Noirs, c'est-à-dire l'auto-organisation des Noirs. Donc en fait, elle encourage au communautarisme le plus strict et le plus, on va dire encore plus poussé. Hein. Il suffit plus d'avoir des groupes de Noirs et d'Arabes, hein, la jolie diversité, machin. Non mais même ça c'est fini. Non, maintenant c'est chacun son truc. Les Noirs
entre noirs, noirs d'Afrique entre noirs d'Afrique, et noirs des Antilles avec noirs d'Antilles, et les arabes entre arabes, et les machins entre machins, etc. C'est ça, hein, c'est ça la société qu'elle nous vend. Hein, c'est ça qu'elle matraque à longueur de temps. Et que tout ça va prendre corps politiquement. L'idée qu'on soit un tous ensemble, noirs, arabes, roms, c'est pas vrai. Ah, alors, l'idée qu'on soit tous ensemble dans Arabom, c'est pas vrai, mais par contre, elle nous explique qu'il faut combattre cette horrible homophobie, que les gens ont contre les Roms, mais elle part du postulat que de toute façon, les gens ne sont pas ensemble. Donc c'est normal, ils sont pas ensemble et ils se détestent, ils n'ont même pas les mêmes intérêts. Mais on cherche à nous enfumer, tout ça est un héritage du système colonial institué par le blanc, comme par hasard. D'emblée. Il faut construire nos espaces contre la négrophobie, contre la homophobie, contre l'islamophobie, et se rejoindre sur des questions qui nous sont communes. Donc, vous avez bien entendu, ils vont, comme elle dit, chacun agir de son côté, et puis, sur les luttes communes, quand ils auront des combats au commun sur telle ou telle thématique, eh ben, ils pourront réunir leurs forces pour faire... comme ils ont fait à la manifestation de la dignité à Paris, où vous avez eu tous ces gens-là qui sont réunis pour cracher et vomir leur haine de la France. Les crimes policiers nous sont communs. Et les Roms, et les Noirs, et les Arabo-musulmans. Ah bon, les Roms, les Noirs et les Arabo-musulmans, crimes policiers. Donc, c'est-à-dire, là, on parle de crimes policiers. Par contre, quand elle parle des émeutes de 2005, ils parlent de révolte de 2005. Pour eux, c'est politique, hein, ce sont pas des émeutes de pillards. Vous savez, quand des gens défoncent un magasin, pour eux, hein, c'est le logiciel marxiste, hein, vous voyez, c'est la lutte du capital contre les masses laborieuses oppressées. Hein. C'est ça, les KRA qui vont défoncer les centres-villes. Voilà, ça, c'est le logiciel, parce que ça glisse, hein, vous voyez, c'est le même logiciel, hein, d'ailleurs, ce logiciel marxiste à la sauce antiraciste 2.0. Hein. Donc, chacun d'entre nous, chaque communauté, lorsqu'elle lutte contre les crimes policiers, elle lutte pour elle-même. Mais en même temps, on se renforce les uns les autres. Donc là, on a intérêt à se rencontrer, comme on a intérêt à se rencontrer sur un tas d'autres questions qui nous sont communes. Pour autant, il est important que chacune des communautés, avec le racisme spécifique qu'elle vit, lutte pour elle-même. Le racisme spécifique qu'elle vit. Voilà, donc il y a un racisme lié uniquement aux Noirs, uniquement aux machins, etc. On va chercher à vous définir, oui, c'est fou, ces gens qui cherchent à nous, pour moi, elles amènent véritablement, oui, on parlait de division dans la société, de gens qui parlent, oui, ils amènent la guerre civile, même ce qu'on dit de Zemmour, il amène la guerre civile. Et ça, c'est pas un discours de division, une guerre civile, ça. Un discours qui dit aux gens, donc vous allez vous organiser par race. Par race. Hein, les gens qui disent, ah non, truc de raciste, hein, qui vont s'offusquer dès qu'ils voient des discours d'identitaires blancs, ils chimouent hein, dans leur froc. Et puis là, vous entendez ça, mais c'est quoi la différence? Il y a une différence au niveau des discours. C'est quoi? C'est juste parce que c'est des Arabes et des Noirs, c'est tout. Et que ça, c'est toléré en plus dans justement l'imaginaire commun. Donc, mais elle nous dit clairement, organisez-vous en tant que Noirs, en tant qu'Arabes, etc., pour vous défendre. Ah oui, sur le thème négrophobie, mais c'est quoi négrophobie? Tout peut être négrophobe, puisque moi, c'est quoi la négrophobie? C'est que moi, j'interprète que la relation de la personne et sa réaction n'est due au fait que de mon taux de mélanine, mais qu'elle ne peut pas avoir une réaction propre, qui peut être fait d'autres choses. Et que toutes nos relations seraient basées sur ce rapport racial, et donc sur le fondement racial devrait guider les rapports. Donc si je m'embrouille avec lui, bah, c'est parce que, oui, j'ai un peu plus de mélanine, et qu'en fait, il a fait exprès, etc. C'est comme ça qu'ils envisagent donc la société de l'avenir. C'est comme ça que vous croyez qu'on va ramener la paix sociale dans ce pays. C'est comme ça que ces gens-là pensent qu'il n'y aura pas des conflits et des guerres civiles in fine. Hein, en disant aux gens, vous allez vous réunir, vous allez vous mettre entre noirs, vous organiser politiquement et vous allez vous défendre. Voilà. Et pas en attendant, c'est-à-dire qu'effectivement, les Noirs n'ont pas à attendre que les Arabo-musulmans et ceux qui luttent contre l'islamophobie luttent pour eux parce qu'ils ne le feront pas. Au moins, ça mérite d'être franc. Voilà, parce que chacun pour sa chapelle. Elle leur dit, en plus, voilà, nous, nos trucs,
les musulmans, c'est l'islam, on n'a rien à foutre le racisme des Noirs. Ce qui est d'ailleurs, vous voyez, en plus, complètement, si on va au fond justement, qu'on pousse un peu philosophiquement ce qu'elle essaie de nous expliquer, c'est que chacun, en plus, même dans leur antiracisme, joue pour sa chapelle, on n'a rien à foutre des autres. Donc en fait, ils n'en ont rien à foutre du racisme. Au fond, ce sont ces gens qui, vous voyez, ils vont ergoter. Bon, je vous ai bien sûr coupé la vidéo beaucoup plus longtemps, mais ça dure plus de 3 heures. Donc on va ergoter pendant 3 heures sur le racisme pour à la fin dire oui, non, mais moi c'est que le racisme qui me concerne, moi, ma petite personne, et ceux de ma couleur et de ma communauté. Le reste, je m'en fous. Donc en fait, ce racisme est un véritable communautarisme assumé contre tout le reste, puisque elle dit bien, si moi je suis musulman, j'en ai rien à foutre qu'il y ait un noir qui est victime de racisme. Ça ne me concerne pas. C'est ça la réalité. Vous voyez la posture, double imposture de cette position d'antiraciste. Elle est vraiment là. Moi, je peux vous dire que ceux qui luttent contre l'islamophobie, je le regrette, ne luttent que contre l'islamophobie. Ceux qui luttent pour l'islamophobie ne luttent que contre l'islamophobie. Parce que vous savez, ils sont tellement eux-mêmes pas clairs, en fait, avec cette question de savoir pourquoi ils luttent vraiment, et c'est quoi le sens de la lutte, que on en vient à nous dire ils luttent pour l'islamophobie, et ils ne luttent, mais je regrette parce qu'ils ne luttent que contre l'islamophobie. Donc, on ne sait plus, un pour, contre, ouais, c'est comme l'autre tout à l'heure, hein, il nous disait, voilà, mais il dit la vérité, on lutte pour le racisme politique. Donc là, il lutte pour l'islamophobie. Effectivement, moi je pense que les associations qui luttent soi-disant contre l'islamophobie sont là au même titre que les associations antiracistes s'incrustent sur ce créneau et qui est une façon de faire taire les gens et de faire taire toute critique qui peut nous déranger. Sur le registre de l'islam pour ce qui est de l'islamophobie, ça va être le registre du sionisme pour les associations antiracistes qui, elles, n'hésitent pas à s'attaquer à ces problématiques-là. Et puis, ça va être les Noirs pour autre chose. Bon, il y a eu la tentative du CRAN, etc. Enfin, voilà, il y a toujours, ces associations sont toujours présentes pour être au garde à vous et un peu s'ériger en penseur, en tout cas en censeur, hein, plutôt qu'en penseur, en censeur de la pensée même, pour vous traîner devant un tribunal si vous avez eu la mauvaise pensée à leur goût. Hein, parce que ces gens-là cherchent à contrôler les pensées finalement, hein, puisqu'on veut contrôler les intentions. Hein, et c'est comme ça, vous pensez qu'on va régler en plus les problèmes de différence entre communautés, sincèrement. Et je le regrette. C'est précisément parce que c'est comme ça. Hein, et c'est déjà pas mal. Que les musulmans luttent contre l'islamophobie, c'est déjà pas mal. Moi, déjà, quand ils se mettent en branle et qu'ils luttent, je trouve que c'est pas mal. Et chacun, à un moment donné, on se rendra compte qu'on a intérêt à se retrouver. Donc, retrouvons-nous sur nos intérêts communs. Et retrouvons-nous sur nos intérêts communs. Donc, elle a bien quand même défini qu'il pouvait y avoir des intérêts communs. Hein, évidemment, commun contre qui? Ça, c'est pas dit. Mais il y a bien un intérêt commun et je pense que c'est contre. Ensuite, la fraternité, Inch'Allah. Voilà. Bon, moi, c'est clair. La fraternité, Inch'Allah. Voilà, c'est peut-être. Hein, voilà. La fraternité, peut-être. C'est-à-dire, en gros, je m'occupe bien de moi. Les autres, peut-être. Peut-être juste pour ajouter quelques points, une fraternité qui va apparaître de manière peut-être un peu plus claire une fois qu'on va se rendre compte que, par exemple, qu'on peut être noir et musulman. Voilà, que les catégories qu'on mentionne depuis tout à l'heure ne sont pas si exclusives, en fait. Voilà, les catégories ne sont pas exclusives. Ça, vous avez entendu parler, l'intersectionnalité. C'est un nouveau terme pour les SJW, les Social Justice Warriors. Donc, c'est quand on vous explique, vous êtes noir, musulman, transgenre, au grand pied, et puis nain avec un petit pénis. Enfin, vous voyez, il y aura des catégories comme ça. Et donc, tout ça, c'est la nouvelle façon de vous définir, vous voyez. C'est comme ça fait... on vous dit, non, comme ça, je ne suis pas conditionné dans un groupe. Vous voyez, vous n'êtes plus tout simplement un homme français ou une femme française. Ou voilà, c'était simple avant. Non, maintenant, vous êtes un transgenre européen, coutumier, lesbien, musulman. Enfin bon, vous voyez le truc. Le monde d'Orwell, bienvenue au 21e siècle. Il y a beaucoup plus de passerelles, il y a beaucoup plus de nuances, qu'on peut être blanc et converti à l'islam, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent donner lieu à des alliances. Mais juste pour... Donner lieu à des alliances. Donc, vous voyez bien. Donc, elle a parlé de blanc musulman, d'ailleurs, c'est marrant. Là, on peut faire une alliance. Par contre, un blanc catholique, je crains que pour vous, l'alliance ce soit recalée, hein, d'entrée. Pour revenir sur votre question initiale, pendant l'émission,
j'ai trouvé, là ça n'engage que moi, que parler de cette question des tensions, parce que de racisme, des tensions... Ah, du racisme, non. Du racisme entre noirs et arabes. Pensez-y, ce sont des tensions. J'adore les euphémismes et vous voyez les mots, voilà, là on binôme. Du racisme, vous êtes malade, monsieur, ce sont des tensions. Des simples tensions. Il y a une tension, un peu comme avec votre pote, il va y avoir une tension. Tension, non, c'est des tensions. C'est pas du racisme. Mais non, parce qu'il ne peut pas y avoir du racisme. Les Noirs peuvent pas être racistes, les Arabes non plus. Voilà. Donc parce que ça cadre plus, là, vous voyez, pour l'idéologie antiraciste, pour le moment, on a besoin d'avoir un méchant blanc et des gentils noirs. Alors, c'est comment ça, maintenant, il y a des méchants noirs et des méchants arabes aussi, entre eux en plus, sans le blanc. Non, ça, c'est des tensions, c'est pas du racisme. Ah, bah, évidemment, ça, on dédouane facilement. Communautaire n'avait été un peu hors sujet, voilà, c'est tout. C'est pour ça que... Ouais, enfin, elle trouve ça hors sujet, non, moi je trouve ça au contraire très pertinent, parce que ça démonte totalement le reste de leur idéologie qui passe tout le temps à expliquer que les Blancs sont d'horribles racistes, et que ce racisme-là, donc entre Arabes et Noirs, non, faudrait pas en parler, parce qu'il dérange un peu comme Taubira, vous voyez, dans le fameux article qu'elle avait fait là, à l'époque dans Le Monde, où elle explique, dedans, clairement, il faut pas parler de l'esclavage, de la période esclavage arabo-musulmane, parce que ça risquerait de réveiller des tensions entre jeunes arabes et jeunes noirs en France. Voilà ce qu'a dit Taubira. Par contre, parler de la traite transatlantique, quitte à réveiller les tensions entre jeunes blancs et jeunes noirs, ça, on s'en fout, au contraire. Ça, faut que les jeunes blancs, ils comprennent leur blanchité, parce que il faut qu'ils se mettent des coups de fouet, voilà. C'est qu'en fait, elle sert de bonne conscience. Elle dédouane complètement, absolument, les personnes qu'elle a face à elle, et c'est pour ça qu'elle est invitée partout. C'est parce qu'elle soulage de l'ensemble, non seulement les Blancs qui peuvent eux-mêmes être saisis de sentiments racistes, mais... Alors elle parle donc d'une des invitées qui serait là pour soulager... Donc les Blancs qui peuvent être saisis de sentiments racistes, vous attention, merde, c'est le raciste qui m'a saisi. Voilà, donc ça, c'est absolument incroyable. Donc vous avez vu, on est passé que le racisme entre Noirs et Arabes, ça existe, comme dit Bourkedja, et puis Maboula Soumaoroua nous dit « Ah mais non, mais c'est pas du racisme, c'est des tensions, ça n'existe pas ». Mais par contre, les Blancs, eux, ils ont fait vraiment des choix racistes bien... les Blancs, ils sont tous des hitlériens en puissance. Ceux qui nient le caractère systémique du racisme, elle les dédouane complètement. Elle n'en fait pas les comptables. Bah, alors donc, voilà, ceux qui nient le caractère systémique du racisme, bah oui, il y a des gens qui nient ce caractère systémique. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait invivable. Et donc, je ne crois pas qu'elle serait professeure, comme elle nous l'a indiqué. C'est un peu facile. Donc, c'est les professeurs qui vont nous expliquer qu'il y a un problème systémique du racisme. Alors qu'eux-mêmes sont donc des agents du système, qui sont payés par le système. Donc il y a une contradiction. Puisque nous le sommes collectivement aujourd'hui, nous sommes comptables du système. En fait, je pense, à mon avis, que vous n'aviez aucune chance contre Thomas Guénolé. Aucune. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est un auditeur qui prend la parole. Lui, il nous explique qu'ils n'avaient aucune chance. Et pourquoi, vous allez voir, ils vont développer une notion qui est très intéressante. Aucune, mais alors absolument aucune. Pas du tout pour dire que vous n'avez pas les moyens intellectuels de le confronter, bien au contraire, vous êtes bien au-dessus, la question ne se pose même pas. Mais vous aurez pu être Pierre Bourdieu, vous aurez pu être Spivak, vous aurez pu être, je ne sais pas quel grand intellectuel, vous n'aurez aucune chance. Parce qu'en fait, ça ne se joue pas là-dessus. Ça ne se joue pas sur les arguments que vous produisez, ça ne se joue pas sur ce que vous êtes capable de montrer ou pas. Ça se joue sur un capital que Thomas Guénolé a et que vous n'avez pas. Ah, d'accord. Donc, un capital, donc il dit, ça ne se joue pas sur les arguments, ça ne se joue pas sur machin. Sur quoi ça se joue? Et évidemment, vous l'avez... Qu'est-ce que la capacité à parler au nom de l'universel. Thomas Guénolé est un universel. Il parle au nom de l'universalisme. Il parle au nom des grandes valeurs, il parle au nom de la capacité qu'a l'homme blanc, effectivement, à parler au nom de quelque chose qui... Voilà, donc la capacité qu'a l'homme blanc... C'est tranquille, le blanc est universel, il se présente comme tel, en tant qu'universel, et il vous impose son universalité de blanc, que seul lui peut évidemment incarner face à une pauvre noire arabe sur un plateau télé. Et il n'a même pas besoin d'argumenter, il nous dit que le fait d'être blanc fait de lui l'argument. Voilà, c'est pas raciste comme analyse des choses. Ah non, pas du tout, oh là là. Qui est plus haut que le reste de l'humanité, en fait. Qui est presque divin, en fait. Le blanc est presque divin, plus haut que le reste de l'humanité, presque divin.
Voilà, mais c'est pas raciste, hein. Non, 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 hein. C'est vraiment pas raciste de dire une chose pareille, que les gens, donc, dans leur tête, pensent comme ça, mais non, c'est pas raciste, hein. Et en fait, ça nous permet d'arriver à autre chose. Alors, c'est vrai, c'est ce que disait mon camarade tout à l'heure, en fait, qu'aujourd'hui, il y a un discours dans les banlieues qui permet d'unifier, alors en partie, et la personne qui a posé la question avant a tout à fait raison, en fait, de relever les violences qu'il y a entre les marges. Entre les marges. Alors j'adore, parce que dès qu'il parle d'un noir en arabe, ça dérange. Alors là, on parle de marge, machin, tout d'un coup, on veut plus... Hein, quand c'est les blancs, il n'y a pas de problème. Mais là, noir arabe, non, c'est les marges, c'est le système colonial, c'est les oubliés, hein, c'est plus les mêmes. Ça, on prend toujours des... Là, on prend des grosses pincettes, hein, tout d'un coup. En fait. Mais il y a quand même un discours qui apparaît et qui permet d'unifier, au moins en partie, voilà, qui s'appelle l'islam, effectivement. Mais en plus, cet islam... Peut-être que c'est aussi une arme pour nous. Ah, d'accord. Donc il y a un discours qui apparaît pour unifier donc, les Noirs et les Arabes autour de l'islam. Et il nous dit que l'islam peut aussi être une arme. Et il va décrire de quelle façon, justement, il pense que c'est une arme, l'islam. Parce que c'est aussi une arme pour nous contre tous les universels du monde. Contre tous les universalismes, tous ceux qui sont capables de dire, voilà, nous, on dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est... Ah, c'est-à-dire, c'est une arme contre tous les universalismes du monde. Ce qui est en plus en soi, ce qui est dingue, puisque donc c'est un universalisme en soi qui est contre tous les universalismes du monde et qui nous dit, qui va décider de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, etc. Donc l'islam comporte tout le logiciel qui va avec. C'est lui qui le dit. Vrai, ce qui est faux, ce qui est fou. Vous avez parlé de la folie tout à l'heure, et ce qui est sain. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet peut-être, alors ça dépend de ce qu'on en fait, d'élaborer une contre-conduite, d'élaborer une contre-conduite. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté d'instrumentaliser, de prendre l'islam comme un pivot pour servir de civilisation et d'imposer ça comme un contre-système. C'est exactement ce qu'ils sont en train de nous dire, que l'islam va servir de contre-système à l'imposition donc d'une nouvelle idéologie, quelque part, qui est en train de s'imposer aussi. Autre société, sans violence. Voilà, sans violence. Il le précise, bah oui, parce que c'est pas forcément violent. Reste à définir ce qu'on met derrière le mot. Mais il y a donc la volonté vraiment de s'accaparer l'islam, d'en faire un outil, une arme, comme il le dit, de contre-conduite, de contre-système. Donc un pays dans le pays, grâce à la religion. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit à propos de la religion quand on va lui faire une remarque? Là, il y a quelqu'un qui est en train de lui faire une remarque en lui disant, on n'entend pas bien, donc je vous traduis, mais qui lui dit, mais la religion, ce n'est qu'une foi. C'est un moyen d'action politique, peut-être. Un que faire. Non, c'est pas qu'une foi. La religion, c'est pas qu'une foi. Il y a la foi, bien sûr, bien sûr. Voilà, la religion, ce n'est pas qu'une foi. Il y a la foi, bien sûr, il lui répond. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est encore un autre débat. Mais on voit bien que l'islam ne porte pas qu'un aspect théologique religieux, mais porte aussi tous les aspects civilisationnels. Mais de toute façon, quand vous parlez... Moi, je parle avec énormément de musulmans, et il y a énormément de musulmans qui l'admettent, ils le savent parfaitement, mais bien sûr, qui vont vous dire, mais c'est une réalité, l'islam porte en soi tous les éléments civilisationnels, de langue, de culture, vestimentaire, culinaire, d'habitude, de mœurs, de coutumes, il y a tout est impliqué. Donc, il s'agit, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, il dit, non, il ne s'agit pas que d'une foi. Alors, ça, c'est la vision que les Européens ont sur l'islam. Mais la vision que les musulmans ont sur leur propre religion, elle est beaucoup plus grande que simple foi réduite à une espèce de croyance qu'on vivrait chez soi une fois par semaine le dimanche. C'est pas ça. Alors ça, par contre, c'est pas du tout ça. C'est une vision, complètement fantasmée des Européens qui ne connaissent pas. C'est trop, Guatemala, New York, Paris, c'est trop. Et en plus, il y a Benetton, jusqu'à aujourd'hui, même dans notre façon de parler, on va dire, oui, un peu l'esprit Benetton, tu crois que c'est Black Blamber, c'est cool. Il nous a escroqué avec ça, on est encore coincé dedans. Cet imaginaire, il est hyper puissant. Donc, oui, c'est vrai, elle parle parce qu'il y avait des fondateurs de Benetton, le fondateur de la marque Benetton, vous savez, qui a joué dans les années 80
90, de toute façon, de tout le multiculturalisme, la vision qu'on a fait, évidemment, oui, presque une mystique, presque une secte, où voilà, on a magnifié complètement cette société multiculturelle, magnifié aussi toutes les transgressions. Hein. Benetton, c'est eux qui avaient fait, je sais pas, c'était 2 sœurs lesbiennes ou 2 prêtres qui s'embrassaient, etc. Enfin, tout un tas d'images comme ça, qui ont fait exploser, évidemment, tous les standards et toutes les visions de la société traditionnelle. Elle s'en plaint, Mabula Soumahoro, mais pourtant, c'est ce qu'a servi la société multiculturelle qu'on nous a vendue et l'imposition par derrière de l'immigration. C'est-à-dire, ça a contribué, en tout cas, je ne dis pas que c'était fait pour, mais en tout cas, ça s'inscrivait complètement on va dire, dans une idéologie qui avait le vent en poupe. À l'époque, moi, aujourd'hui, même parce qu'aujourd'hui, on la pose de force. Aujourd'hui, c'est devenu très orwellien. Hein. À l'époque, c'était presque par consentement, je pense, hein, beaucoup plus. En tout cas, aujourd'hui, c'est très orwellien. Hein. On l'impose contre la volonté. Mais en tout cas, à l'époque, c'était tout nouveau, tout révolutionnaire, tout progressiste. Et les gens s'en contentaient très bien et trouvaient ça très, très bien de voir ces communications de Benetton basées sur ce multiculturalisme, multiethnique, etc., qui plaisait à tout le monde. Là, tu arrives sur le plateau et que tu commences à dire mais ça va pas, qu'est-ce que c'était que ces campagnes Benetton menées dans les années 80-90, mais on revient encore, même Benetton, on peut pas en parler, enfin, même Benetton, c'était pas bien, là on peut plus discuter, il y a un moment, tu es obligé de choisir. Tu commences à dire, moi Benetton, j'ai détesté, ça nous a, ça a fétichisé pas mal de représentations, enfin, des corps et souvent non blancs, bah là on va dire, alors même Benetton, elle a un problème avec tout. Bah oui, c'est évident, parce que Benetton, il a fait ça, mais quelque part, il a fait son jeu. Donc, elle se plaint aujourd'hui de cette situation-là, mais Benetton, il s'inscrivait dans la ligne des gens qui nous ont imposé ça, et qui allaient dans son sens, dans le sens de l'antiracisme, profondément. Alors après, qu'il en ait fait un objet marketing, que c'est devenu justement voilà, une marchandisation totale, bon, fallait un peu s'y attendre, mais ça sert une idéologie hein, dans cette marchandisation, et qui est une idéologie qui s'inscrit complètement dans le sillon de ce qu'elle défend aujourd'hui. Donc même si aujourd'hui elle fustige Benetton, à l'époque, Benetton a été sur la ligne de ce qu'elle prétend défendre. Moi j'ai une toute petite question d'Idiot. Ah, lui, il a une très très bonne petite question d'idiot, vous en doutez bien. S'il dit ça et que je l'ai laissé, c'est parce que c'est forcément une question d'idiot utile. Alors, est-ce qu'on invite tout le monde qui sont là et qui sont pas là, donc à lutter contre la racialisation en leur disant mais racialisez-vous quoi. C'est tout. Donc voilà le genre de. Alors je vais laisser parce que évidemment c'est une question très intelligente. Vous vous rendez compte, voilà, on a envie de le big up dans ce marasme de l'intelligence là. Et forcément, voilà, il a une question simple et tellement de bon sens que personne n'a posé. C'est comment ces gens-là qui vont, parce que là en plus c'est vers la fin de la conférence, qui donc vont fustiger la race, etc. pendant 3 heures, en fait, pour dire aux gens, racialisez-vous, parce que c'est ça le message de fond. Moi, quand j'ai entendu le discours à la fin, elle nous dit, organisez-vous politiquement, il faut qu'on ait nos espaces, il faut que les Noirs s'organisent entre Noirs, les Arabes entre Arabes, etc. Donc, racialisez-vous complètement, racialisez le débat. Et ensuite, on dit, ah ben oui, mais c'est le problème, il y a trop de racisme. Une fois qu'on a racialisé à fond tout le monde, ils sont pas sérieux quand même. Voilà. Donc sa question est pleine de bon sens. Alors vous avez écouté évidemment la réponse. Je suis noire, c'est tout, je suis noire, je le sais, je le vis, je suis traitée comme telle, c'est tout. Je suis traité comme tel, mais on se croirait dans Mississippi Burning. Non, mais c'est l'Alabama 1809. David Lynch, on pend les gens sur les arbres. C'est Strange Fruit. Non, mais attendez, c'est quand même hallucinant. Je suis traité comme tel. C'est quoi, va me dire que Mabula Soumahoro, qu'elle est prof, elle est à l'université de Tours. On va me dire quoi quand elle arrive à l'université? Ah non, toi la noire, tu te mets là-bas. Ah non, toi t'as pas le droit à ton casier. Ah non, mais on n'est pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc me dire, elle est traitée comme telle, mais telle de quoi? C'est elle aussi peut-être qui se fait la considération dans sa tête de dire on me dit ça parce que je suis noire. Mais peut-être qu'on lui dit ça parce qu'elle est elle tout simplement. Mais en quoi elle peut interpréter que si quelqu'un il vous répond mal ou si quelqu'un c'est juste parce que vous êtes noir? Mais ça, est-ce que c'est
c'est pas aussi, justement, aussi une forme de racisme en soi, de voir du racisme partout? Parce que là, quand je l'écoute, on me traite comme tel, ça signifierait vraiment, je vous dis, c'est l'Afrique du Sud, pré-Mandela, avec les bus réservés aux Noirs, à me dire quand on rentre dans un bus, il y a des sièges, vous asseyez au fond du bus. Non mais c'est un peu ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Enfin, moi, je suis à chaque fois confondu quand j'entends des réactions comme celle-là et de me dire, mais dans quel pays vit-on? Est-ce que j'ai décidé d'être noire? On m'a pas posé la question. Non, mais Attends, moi non plus, mais personne. Et les blancs non plus, au passage. On leur a demandé s'ils voulaient être blancs ou pas. Ça revient à même, pour tout le monde. je finis. On m'a pas posé la question. Ce que je pense de la couleur de ma peau, ce que moi j'en pense personnellement, ne compte pas dans la société. Et Ça, c'est pas tout à fait vrai, puisque elle est invitée sur des plateaux télé, elle en parle, etc. Donc elle dit ne compte pas dans la société. Non, non, ça compte. Et puis elle est prof, donc elle distille ses idées auprès des gens. Donc non, ça compte dans la société. Elle dit que ça compte pas. Bon. ne compte pas, n'a pas compté dans l'histoire. Donc, n'a pas compté dans l'histoire. Bah oui, mais elle peut pas résumer l'histoire à sa propre personne. Et n'a pas compté dans l'histoire, au sens, qu'est-ce qu'elle voudrait compter dans l'histoire? Quoi, les Noirs doivent rentrer dans l'histoire, mais les Noirs, ils rentrent dans l'histoire par eux-mêmes. C'est tout. S'il y a des Noirs, là, qui se mettent dans l'histoire, ils rentreront dans l'histoire parce qu'ils ont fait des choses, ils rentreront dans l'histoire, et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il y aura des Noirs dans l'histoire de France, j'imagine, parce que c'est pas l'histoire d'Afrique, j'imagine, dont elle parle. Hein. Donc voilà, c'est quoi? Ou alors dans l'histoire avec un grand H, parce que quoi? Bah, bien sûr que si, les Noirs sont dans l'histoire, mais quoi, il n'y a pas assez de prestige à son sens, c'est à elle de le créer, je sais pas. Mais ça veut dire quoi, les Noirs n'ont pas compté dans l'histoire? Finalement, elle revient à la phrase de Sarkozy qu'il avait déclenché lire de tous évidemment, de toutes les communautés africaines de France et même en Afrique, évidemment, quand il avait parlé dans le discours de Dakar du noir qui n'était pas assez entré dans l'histoire. Donc là, finalement, elle reprend presque la rhétorique sarkozienne de l'époque. C'est quand même extraordinaire. Essayez de dire aujourd'hui, non mais attendez, c'est vous qui êtes en train de racialiser. Je ne sais pas comment dire à part vous foutez de ma gueule ou quoi? Il n'y a que ça. Non mais oui, non mais j'aurais presque envie de lui répondre la même chose. Excusez-moi, mais j'ai envie de lui dire, tu te fous de notre gueule ou quoi? De dire que c'est... Voilà, comment ça qu'elle racialise pas le débat? Mais bien sûr, oui, c'est du vrai foutage de gueule. Alors là, oui, c'est un foutage de gueule intégral. C'est ça que je peux dire. Je veux me défendre ou je veux parler de tout ça et que je dis il m'est arrivé ça parce que je suis noire, comme je peux dire, parce que je suis musulmane, parce que je suis femme ou parce que je suis pauvre ou parce que je suis banlieusarde. Là on va me dire ah ben non, c'est toi qui t'enfermes dans ta race, mais ça n'a pas de sens. Ah bah si, ça a du sens. Bah si, parce que c'est elle, je suis désolé, mais c'est elle qui voit ça partout. Comment elle peut déterminer avec certitude et en disant oui, parce que je suis noire, parce que je suis musulmane, qu'on m'a fait ci, qu'on m'a fait ça. Mais on lui fait quoi d'ailleurs? C'est quoi? Puisqu'elle est prof, donc elle a bien passé des concours, on lui a bien offert. J'imagine que en tant que prof, c'est pareil, elle a dû avoir un logement, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas. Après, d'ailleurs, elle le dit dans l'interview, dans la conférence, oui, je suis une privilégiée, etc. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a pas? Je comprends pas. C'est quoi? C'est quoi la différence? Parce que là, quand j'entends, c'est comme si on vivait une ségrégation des Noirs, mais la ségrégation à l'américaine, hein, vous voyez, avec les chiottes pour les Noirs, les chiottes pour les Blancs. Ça n'a pas de sens. Se faire les contrôles aux faciès, se faire contrôler, oui, j'ai le privilège de voyager beaucoup, se faire contrôler, aux douanes, se faire contrôler aux douanes. Elle veut passer la douane sans se faire contrôler. Sinon, c'est du racisme. Non, mais vous vous rendez compte? Je vais dans un pays, si on contrôle aux douanes, c'est que c'est des racistes et tout. Non, mais faut arrêter quand même le délire, 5 secondes. Et puis en plus, elle a la nationalité française, que j'imagine bien. Donc pour se faire contrôler aux douanes, des gens en Europe, faut le vouloir, parce qu'il y a des douanes, il n'y en a plus. Hein. Et puis quand elle sort de l'Europe, c'est normal, il y a des douanes, figurez-vous. Et dans tous les pays du monde, quand vous arrivez dans un pays, vous passez aux douanes, parce qu'ils veulent savoir qui vous êtes, ils veulent savoir qui rentre dans leur pays. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné avant qu'on nous explique qu'il y a l'Union européenne, que c'est Schengen, il n'y a pas de frontière entre les pays. Comment ça? La frontière, c'est pas bien. Il y aura vilain, vous êtes un horrible nationaliste, un horrible fasciste parce que vous voulez établir une frontière. Voilà. Et non, dans tous les pays du monde, que ça se passe comme ça et dans tous les pays du monde, c'est pas parce qu'elle est noire, même un blanc, quand il arrive
en Ouganda, tout blanc qu'il est, il doit présenter un passeport avec un visa en règle. Et si son visa n'est pas en règle, il ne sera pas migrant, lui. On va pas lui filer 460 € par mois et un appart. On va le mettre dans un avion, on va renvoyer avec un coup de pied au cul en Europe. C'est comme ça, c'est ça la réalité. Voilà. À chaque fois, faire vérifier son passeport plusieurs fois. Je sais même pas quoi dire. Ah, faire vérifier son passeport plusieurs fois. Mais évidemment qu'on vérifie les passeports. Évidemment que... Et pourquoi aussi, justement, ils se méfient de certaines personnes? Parce qu'ils ont des profils. Eh ben oui, c'est comme ça. Eh oui, il y a des profils. Et je peux vous dire qu'il y a des profils des fois qui sont établis. Et c'est pas que sur les Noirs. Voilà, c'est pas que sur les Noirs. Ça, c'est encore un fantasme. Vous avez parlé tout à l'heure de rupture avec l'universalisme blanc. Est-ce que cette rupture avec cet universalisme servira de base pour fonder un internationalisme? Un internationalisme. Donc à la place de l'universalisme blanc, ils veulent le remplacer par un internationalisme. C'est pas trop... D'ailleurs, il faudrait des nations pour ça, parce qu'un internationalisme, il faudrait que ce soit des nations, mais visiblement, eux, les nations, ils n'en veulent pas non plus. Donc on ne sait pas comment il va imposer son internationalisme. Internationalisme qui serait peut-être arabe, un internationalisme africain, un internationalisme asiatique, ou n'importe quel autre internationalisme. Du moment qu'ils sont pas blancs. Ça c'est inclus dans le texte. Hein. Internationalisme autre que blanc. Arabe, asiate, on s'en fout. Que les asiates fonctionnent sur un code africain ou inversement, ou des arabes qui fonctionnent sur un code asiatique. Nous ça on s'en fout, c'est pas grave. Mais par contre, des blancs qui veulent imposer leur universalisme à des noirs, mais quelle honte, mais mon Dieu, mais ça c'est de la saloperie. Par contre, non, bah sinon, si c'est des asiates qui imposent leur universalisme à des noirs, là ça lui pose aucun problème. Vous vous rendez compte, hein, le niveau de la réflexion, c'est quand même ça. Ce qui vous explique qu'il y aura un universalisme blanc qui reste à définir. Allez, on veut bien l'admettre dans le raisonnement. Et donc cet universalisme blanc se opposerait à un universalisme africain, asiatique ou arabe, voilà, puisqu'il a dit dans son exemple. Et donc, en revanche, eux, ça ne pose aucun problème s'ils s'imposent, contrairement à l'universalisme blanc. Donc c'est que quand c'est le blanc que ça pose un problème. Sinon, les autres universalismes, on s'en fout. Demain, les Africains vont devenir asiatiques sur le modèle de l'universalisme asiatique. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben voilà une question qui est bonne. Ah bah oui, ça lui plaît, hein, ou rien. Rompre avec l'universalisme blanc, c'est effectivement penser nécessairement les alternatives. Pour ce qui nous concerne, nous, aux indigènes de la République, mais c'est une proposition, c'est une offre. Nous, on pense que on doit effectivement, on doit aller dans deux directions, qui est d'abord l'internationalisme domestique à l'intérieur de l'État-nation, c'est-à-dire créer des alliances à l'intérieur entre indigènes et avec les blancs antiracistes. Ah, voilà les alternatives entre indigènes et avec les blancs antiracistes. C'est-à-dire si vous êtes un blanc sur son logiciel antiraciste, c'est-à-dire que vous dites tous les blancs sont racistes, vous êtes le bienvenu. Par contre, toute autre forme de blanc est raciste et vous n'avez pas leur place. Donc voilà. Et ils vont créer, donc elle explique bien leurs alternatives et c'est très intéressant. Ça, c'est l'internationalisme domestique. Un internationalisme également entre indigènes du monde occidental. Voilà. Donc il y a deux internationalismes à créer. Union domestique entre tous les blédards, hein, je vais résumer très péjorativement. En gros, hein, toute l'Afrique s'unit entre elles, tous les Asiates, machin. Et puis aussi, on va s'unir en Europe aussi contre les Blancs, quoi. Donc c'est une grosse union contre les Blancs, entre les mecs d'Afrique là-bas et les mecs ici. Sachant qu'on part de l'idée qu'on a un statut particulier qui est celui de privilégié et racisé en même temps, privilégié par rapport au sud, puisqu'on est dans le nord. Privilégiés et racisés en même temps. Oui, alors ça devient compliqué, vous êtes des privilégiés racisés. Donc même noirs, arabes, là, qui écoutez, vous êtes des privilégiés racisés. Le fait d'être ici fait de vous des privilégiés, de base. Vous êtes des privilégiés racisés, ne l'oubliez pas. Alors pour peu que vous soyez transgenre, machin, vous avez rajouté comme ça les trucs. Hein. Et en même temps, nous sommes des indigènes, des espèces d'indigènes aristocrates. On subit le racisme, donc on est au plus bas de la société, mais on a quand même un privilège qui est celui de l'appartenance aux démocraties libérales. Ah,
Ah, d'accord, donc on est des indigènes, racisés, mais privilégiés, voilà, et on appartient aux démocraties libérales. Parce qu'au moins les Blancs, ils ont créé des démocraties libérales. On le reconnaît, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais ça s'est fait sous le sang des Noirs, évidemment, je sais. Mais voilà, ça, bon, elle nous reconnaît quand même ça. Mais c'est quand même extraordinaire. Donc, vous voyez comment elle met des catégories, donc entre déjà les populations, donc il y a une espèce de racialisation, et puis maintenant à l'intérieur des races, on va vous inclure aussi donc les racisés d'Occident, privilégiés, les racisés blédards, etc. Ça va devenir très compliqué à gérer, hein, les sociétés du futur. Donc, notre priorité pour nous, ce serait plutôt de se dire, si on doit aller chercher nos alliances à l'extérieur, il faut aller les chercher avec les Noirs américains, avec les Chicanos, avec les musulmans d'Angleterre, avec... Alors, les Noirs américains, les Chicanos, les musulmans d'Angleterre. Déjà, ça pue pas l'anglo-saxonisme, hein, leur connerie. Mais alors, donc les Chicanos, donc ils ont des alliances, donc où il y aura un combat de lutte fraternelle sur le même plan des alliances avec les Chicanos d'Amérique du Sud, d'accord, ou des États-Unis, bien évidemment, oui, Chicanos des États-Unis, d'accord, qui sera en lutte aussi contre les Blancs aux États-Unis. Hein, les Noirs, évidemment, ben ça on l'a vu, ça prend corps, puisqu'on a bien vu Black Lives Matter et autres qui sont à Paris, qui sont très actifs dans des manifestations, y compris la manifestation, justement, la fameuse marche pour la dignité qu'ils avaient organisée à l'époque, qui était une manifestation anti-France, très raciste à mon sens, organisée en plein cœur de Paris, avec des slogans incroyables. Bon ben voilà. Toutes les populations racisées d'Occident, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, toutes les populations racisées d'Occident. Je vous dis, c'est l'union des racisés. Il faut agir dans deux directions, qui est celle de l'internationalisme domestique et celle de l'internationalisme tout court, mais en privilégiant les alliances avec ceux qui nous ressemblent. Ah, voilà, ceux qui nous ressemblent. Pas les blancs, quoi, vous avez compris. Voilà, ceux qui nous ressemblent. Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont du mal, hein, mais voilà, au moins on décrypte petit à petit le discours qui se cache derrière. Donc en gros, elle nous explique qu'il faut bien qu'ils créent une union politique entre les racisés. Hein, voilà, vous savez ce que ça veut dire ce terme, c'est tout ce qui n'est pas blanc, racisé. Hein, quand ils ont fait leur camp décolonial, l'été dernier, c'était un camp qui s'adressait aux personnes racisées, donc un camp interdit aux blancs, et c'était la même équipe hein, d'ailleurs. Statutairement parlant. Bah, c'est par étapes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir dans le sens d'une espèce de bandung des non-blancs à l'intérieur de l'Occident. Un bandung des non-blancs à l'intérieur de l'Occident, donc les bandung, la conférence de Bandung, c'était les non-alignés. Hein, et ben là, elle a fait le rapport avec les non-blancs, une espèce de voix comme ça, donc de non-blancs en Occident. C'est quand même extraordinaire. Hein. Et après, on va dire, c'est moi qui alimente la guerre civile, hein, la fracture dans la société, machin. Non, bah oui, les gens, ils parlent de faire un bandung et faire sécession. Hein, mais non, c'est moi qui fais le racisme, bien sûr. Voilà. Ouais, mais moi, je pense que la gauche blanche n'a jamais trahi. En fait, nous, on a eu tort de croire qu'elle nous a trahis. Je l'ai déjà dit. Je pense qu'on a eu tort, puisque je pense que la gauche blanche n'a existé que par rapport au prolétariat blanc. Voilà, donc la gauche blanche, hein, là elle se futige la gauche blanche, elle nous explique qu'il y aurait une gauche blanche, donc alors que la gauche, elle défend allègrement l'immigration, elle défend des gens comme Ouria Boutedja, et d'ailleurs elle va même nous en faire l'aveu après. Alors la gauche blanche ne défendrait que les blancs, alors qu'ils passent leur temps à nous faire de l'antiracisme, et la gauche blanche, pour moi, elle passe son temps à défendre justement les étrangers. Et c'est pour ça que le fameux prolétariat blanc dont elle parle, aujourd'hui, il vote plus à gauche. Et ça fait longtemps qu'il vote plus à gauche, parce que la gauche l'a abandonné, justement. Donc quand elle nous dit ça, elle dit une grosse bêtise d'un point de vue politique, puisque précisément, les ouvriers, les classes ouvrières, le prolétariat blanc, lui, vote majoritairement Front National. Et depuis longtemps, parce qu'il s'est senti abandonné par cette gauche qui a justement abandonné les combats sociaux au profit des combats sociétaux pour ces gens-là. Hein, la gauche, aujourd'hui, elle se bat que pour ces gens-là. Elle ne se bat plus pour des combats sociaux. Elle se bat pour des combats sociétaux, pour le droit des minorités, l'antiracisme, le féminisme. Voilà, c'est ça le combat de la gauche. Donc, évidemment, les masses prolétaires, elles sont fuies la gauche. Elles ne votent plus à gauche. Ça, c'est clair. Donc, elles se plantent lamentablement en nous disant cette gauche blanche, elle a œuvré que pour les blancs. Bah non, elle a tellement pas œuvré pour les blancs que tous les blancs se sont barrés. Et que nous, on a pu croire qu'on était concernés par ces luttes dans les années 70 et 80, que les ouvriers ont cru
que en fait, les luttes des ouvriers blancs, c'était les luttes des immigrés, mais on s'est leurré. Et donc, parce qu'on a confondu, comme on s'est leurré, non, on s'est pas leurré. Moi, j'ai envie de dire, c'est encore une fois, on a confondu les luttes sociales, les luttes culturelles, et vous voyez qu'on ne peut pas tout placer et tout n'est expliqué, justement, par la question sociale, comme le voudraient le faire certains. C'est pas entièrement possible. Il faut inclure la notion identitaire et culturelle dedans. C'est indispensable. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, voilà, vous allez vous retrouver dans ces contradictions-là. On a cru que c'était le cas. Donc, moi, je crois qu'on ne faut même pas parler de trahison. La gauche blanche a servi les intérêts des prolétaires blancs. Voilà, la gauche blanche a servi les intérêts des prolétaires blancs. Encore une assertion, parce que je vous dis, c'est plutôt l'inverse qui ressort, en tout cas, des faits. Ailleurs, dans cette gauche radicale, moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de potes, des gens qui se battent, et qui se battent intelligemment, et qui font des choses très bien. Et je le répète, moi, ce que je trouve sur mon terrain de lutte, que ce soit sur les crimes policiers, que ce soit sur l'islamophobie, la négrophobie, la homophobie, que ce soit sur la Palestine... La négrophobie, la homophobie, la rajuphobie, la métatophobie, c'est les mecs qui sont allergiques à Méta-TV. Non mais, donc, elle dit, c'est nos convergences de lutte. Donc, on voit bien, et qu'est-ce qu'elle a dit au début? Je suis allié avec les gens de l'extrême gauche. Donc, il y a quand même une émanation de la gauche qui est bien sur le même logiciel et qui quelque part, répond à cette demande et comment dire, j'ai envie de dire, cette proposition politique. Après encore, puisqu'elle nous le dit, je suis bien ami avec l'extrême gauche, donc les gens d'extrême gauche, ils peuvent parfaitement intégrer ce logiciel. Ou c'est des questions de mémoire, ce sont mes frères et ce sont mes sœurs. C'est tout, moi ça s'arrête là. Moi c'est la question politique qui règle la question de la fraternité. Si je les trouve sur mon chemin, ce sont mes frères et mes sœurs. C'est tout, ça s'arrête là. Nous on n'est pas hitlériens. Enfin, il n'est pas écrit rien. On entend parler des blancs ceci, les blancs cela, les machins et tout, d'accord, je veux bien. Les noirs sont tous gentils, ils peuvent pas être racistes, c'est juste des tensions, d'accord. Oui, c'est un peu gentil. À la fin, ils nous disent c'est des luttes. On est frères. C'est-à-dire, en gros, il faut quand même que je me soumette à son idéologie. Voilà, je me soumets à son idéologie, sinon... je suis un salaud, un fasciste et je suis son ennemi. C'est le logiciel aussi Antifa, hein, c'est pareil. Hein, donc vous soumettez ou alors vous êtes un salaud. C'est le même principe que dans la doxa. On est l'exact antipode de ça. Alors, si on n'est pas optimiste dans cette salle, ça craint pour nous. Voilà, donc ça craint pour nous. On a intérêt de croire à ça. Donc on doit croire en nous-mêmes, croire en notre possibilité de nous organiser et croire que les Blancs peuvent faire le choix de la paix plutôt que de la guerre. Les Blancs doivent faire le choix de la paix plutôt que la guerre. Parce que c'est les Blancs qui cherchent la guerre. Évidemment, c'est pas eux qui cherchent la guerre. C'est pas eux qui divisent, c'est pas eux qui cherchent à racialiser le débat, c'est pas eux qui cherchent à communautariser, à dire aux gens de s'organiser politiquement et de se réunir en fonction de la race. Ah non, c'est les Blancs. Et c'est les Blancs qui cherchent la guerre. Et qu'en plus, c'est eux qui ont fait ce choix de leur déclarer la guerre. Je trouve ça extraordinaire, c'est assez fabuleux quand même. De mauvaise foi. On peut se dire, on n'est pas obligé de se faire la guerre, et on peut s'aimer. On peut espérer ça. D'accord ? On peut espérer s'aimer. Mais est-ce qu'elle est capable ? Bon, là, je suis méchant, mais est-ce qu'elle est capable ? Franchement, on se demande. Parce que moi, je ne sens que haine, rancœur, je sens qu'une espèce de comme ça, de vengeance, un esprit vengeur, et de vouloir absolument imposer ça au reste de la population. Et vous voyez bien, là, c'est soumettez-vous, entre guillemets, soumettez-vous et ce sera la paix. Parce que c'est ça qu'elle dit. Soumettez-vous à mon idée, vous vous soumettez, et alors ça se passera bien, et on s'aimera. Comme je peux, voilà, je pense que ça c'est possible, parce que je ne pense pas que nous soyons enferrés dans nos statuts. C'est-à-dire qu'on a la liberté, et ça du coup, c'est Sartre qui le dit, on a la liberté de faire ces choix-là. Ah, on n'est pas enferré dans nos statuts, on a la liberté de faire ces choix-là. Donc ça, je retiens, je le dis pour tous ceux qui commenteront la vidéo, t'es pas un traître à la race. Attendez, non, on n'est pas enferré dans ces statuts. C'est pas moi qui le dis, c'est votre copine. Donc si on n'est pas enferré dans les statuts, ça veut dire qu'on peut sortir de statuts qu'on a voulu nous définir à l'avance. Parce que pour elle, les notions de race sont des statuts aussi. Mais c'est génétique, mais avec des statuts, c'est un peu compliqué. Mais ce que je crois, et c'est ce qui fait que mon optimisme est pessimiste, c'est que je pense que globalement, le corps social blanc ne bougera que si on crée des rapports de force.
Ah, le corps social blanc ne bougera que si on crée des rapports de force. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'esprit de confrontation et d'ouverture au conflit ouvert, il est clair. C'est un appel. Quand on parle de ouais, l'appel à la guerre civile, hein, mais ça, c'est quoi, ça, quand elle vous dit ça? Quand elle vous dit les Blancs ne réagiront qu'à un rapport de force. Les Blancs ne réagiront qu'à un rapport de force. Ça, si ça ne s'appelle pas, justement, inciter clairement à la guerre civile, clairement à la révolte, clairement à la sécession, clairement à se lever. C'est elle qui le dit, c'est pas moi, c'est elle qui le dit. Moi, je l'entends, j'entends ce qui est dit. Et ça, c'est incroyable. Donc, les Blancs ne comprendront qu'un rapport de force. Vous vous rendez compte de ce discours inversé? Vous osez mettre une autre race que Blanc à la place, et vous voyez ce que ça donne, et vous pensez que ce sera accepté? Donc la question des rapports de force, elle est ici absolument centrale. Pour aller vite, et si vraiment, alors vraiment, des ambitions de fou là, si on veut faire bouger Mélenchon... Bouger Mélenchon. Bon, vous voyez, quand même, ils ont quand même un espoir, c'est quand même leur famille politique. Mais eux se considèrent plus à gauche que la gauche que la gauche, de l'extrême gauche de l'extrême gauche. Mais des ambitions de fou, là, c'est la 4e dimension. Si on veut faire bouger Mélenchon, eh bien, il faut qu'il y ait une force politique qui s'organise et qui lui foute des coups de pied dans le cul. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent que pour que la gauche elle puisse accepter ce logiciel idéologique d'un antiracisme 2.0 basé sur cette idéologie que vous avez vu, un communautarisme total, organisons-nous, etc., avec la blanchité, etc., et compagnie, tous ces concepts importés des États-Unis, il va falloir qu'ils s'organisent politiquement pour pouvoir peser auprès, là, elle a donné l'exemple de Mélenchon, très bon exemple, voilà, auprès d'un front de gauche, par exemple en pesant tellement que le front de gauche, il sera obligé de prendre des représentants du pire et lui aussi de distiller à son tour ce discours-là. Voilà. Mais elle le dit clairement, donc vous voyez, eux, ils ont bien une stratégie. Voilà. Moi, j'en ai rien à foutre des mots, alors vraiment, les débats sur les mots, je m'en tape. À partir du moment où on comprend que racisme édenté, c'est un racisme sans pouvoir, c'est ça qui compte pour moi. Alors voilà, les mots, on s'en fout. Elle, en fait, le racisme édenté, c'est un racisme sans pouvoir. Parce que pour elle, il y aurait le racisme, ça c'est le blanc, parce qu'il est privilégié. Mais quand il y a du racisme, mais que c'est pas un blanc, mais c'est du racisme édenté, c'est du racisme sans pouvoir. Vous êtes raciste, mais pour rien. Vous êtes un raciste dans le vent, vous voyez. Vous êtes un raciste de seconde zone. Donc elle fait du racisme chez les racistes. Hein, c'est quand même fort. Donc il y aura 2 types de racisme. Pas de racisme anti-blanc. Il y a des réactions. Ah, il n'y a pas de racisme anti-blanc, il y a des réactions, bordel. C'est pas du racisme, c'est des réactions. Vous n'avez pas encore compris. Il n'y a pas de racisme anti-blanc. Ça n'existe pas un noir ou un arabe qui vont taper quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Quand il se fait traiter de sale blanc, mais arrêtez, on me l'avait déjà dit dans les commentaires, mais pas, un mec qui traite sale blanc, c'est pas une insulte, c'est comme ça, c'est gentil. Hein. Voilà comment ils réagissent les gens. Oui, oh, mais c'est gentil, hein, voilà. Ah, ça, les GG, ça, ils sont forts. Hein, non, mais et donc, ça, le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est juste des réactions. Donc, pour ces gens-là, si ça, c'est pas une nouvelle forme de négationnisme, je sais pas comment on peut les appeler. Au racisme, qui peuvent être les réactions interpersonnelles, que des Noirs ou des Arabes tapent des Blancs, que des Noirs et des Arabes fassent du mal physiquement à des Blancs, ça existe et on l'a toujours vu. Ah, ça existe et on l'a toujours vu. Alors ça, c'est extraordinaire. Non mais c'est extraordinaire. Elle est en train de dire, il y a alors le racisme anti-blanc n'existe pas, mais c'est du conflit interpersonnel. Faut pas confondre. Et ça a toujours des Noirs et des Arabes qui tapent des Blancs, ça a toujours existé et on l'a toujours vu. Ah d'accord. Donc il y a une espèce de normalité justifiée. Donc il suffit que des Arabes et des Noirs frappent donc des Blancs, mais vu que ça dure depuis longtemps, ça se justifie, c'est même légitime puisque ça dure depuis longtemps, elle vous l'a dit, ça a toujours existé, ça s'est toujours vu. Bon si ça s'est toujours vu, que ça a toujours existé, ah tiens, au passage, ça veut dire que ça a toujours existé, toujours vu, donc il y a toujours eu un racisme anti-blanc alors, depuis le début. C'est bien au moins de nous l'admettre en filigrane. On sait que c'est pas du racisme adossé au système de l'État, on sait que ce sont des réactions individuelles, mais c'est une réalité. C'est pas du racisme adossé à l'échelle de l'État, parce qu'en fait, quand il y a un blanc qui fait du racisme, c'est qu'il y a un bout de l'État qui lui a téléphoné, il a reçu le blanc, lui, il est organisé dans son racisme méchant. Non, là, ce sont des réactions personnelles. Le mec, déjà, oui, c'est des petites réactions, il est raciste comme ça, mais c'est moins grave que, quand même, le racisme de blanc, parce que le blanc, lui, il est dans un racisme d'État, il est forcément
forcément dans une démarche à la Hitler d'extermination et de génocide planifié industriel. Non, le noir, lui, il a juste des réactions anti-blanches normales. Attends, je fous des claques à un blanc parce que c'est un blanc. Mais c'est pas du racisme, c'est des réactions personnelles. Je me fais que me venger de l'histoire coloniale. C'est ça ce qu'elle nous explique. Donc elle justifie le racisme des Noirs et des Arabes en nous expliquant que ça, ce n'est qu'un rendu de l'histoire, ou alors de toute façon, quand bien même ça n'existerait pas et que s'il y a des réactions racistes, c'est juste des réactions interpersonnelles ou de simples conflits entre personnes. On aurait dit une bataille dans une cour d'école, vous savez, ou dans un lycée, quoi. C'est ça un peu. L'essentiel, c'est de dire que c'est un racisme sans pouvoir, institutionnel. J'ajoute qu'on peut dire racisme édenté, et dans le cas des Palestiniens, ils disent racisme de guerre. Alors, il y a le racisme structurel sioniste, et puis il y a le racisme de guerre, qui est un racisme qui est sans... Souci, petit souci. What the hell? Un petit souci. Essentialise son ennemi. J'imagine que les Palestiniens, ils doivent dire tous les jours sale juif. Ils ont le droit. Ceux qui se présentent en face d'eux sont... Ah, eux, ils ont le droit. Donc, j'imagine que les Palestiniens doivent dire tous les jours sale juif. Ils ont le droit. C'est du racisme de guerre. Des gens qui se présentent en tant que juifs. Donc, vu que les autres se présentent en tant que juifs, voilà, Maboula Soumaoro, elle nous a dit tout à l'heure, je suis noire, c'est ma peau noire, machin. Elle se présente en tant que noire, je peux la traiter de sale noire. Bah attends, je ne fais que du racisme de guerre, j'essentialise sa condition de femme noire, puisqu'elle nous l'a décrite, puisqu'elle nous dit, les juifs s'essentialisent, ils se pensent en tant que juifs, donc ça donne le droit aux Palestiniens de les traiter de sales juifs. Bon, ils les essentialisent à partir d'une lutte anticoloniale. Mais n'importe qui essentialise son ennemi. Les Français essentialisaient les Allemands, ils disaient « sale boche ». N'importe qui essentialise son ennemi. Et c'est intéressant quand on sait que c'est elle qui a sorti l'expression « sous-chien hein, », en faisant référence aux Français de souche blanche. Voilà. Très intéressant, vous voyez, parce qu'elle qui ne s'attache pas au mot, moi, c'est l'inverse, je m'y attache. Bon, on est bien d'accord que si, hors contexte, sale boche, c'est raciste. On est d'accord. Dans un contexte spécifique, ça ne l'est pas. C'est du racisme de guerre. Question de... Elle compare quand même sale boche à sale juif. Bon, je veux bien, c'est pareil. Et puis c'est racisme de guerre. Donc il y aurait du racisme de guerre. Et elle considère que sa vision que moi je déclare raciste, ce serait juste une justification qu'on appellerait racisme de guerre. Du racisme anti-blanc. Je reste pas sur les mots. Alors. Sur cette question du racisme anti-blanc, même si on essaye d'avoir... même si on tient vraiment à maintenir cette approche morale et enfin, en tout cas moraliste de ces tensions qui peuvent exister. Moraliste de ces tensions. C'est-à-dire que le racisme, quand c'est du racisme anti-blanc, c'est plus qu'une tension. Hein. Quand c'est du racisme noir, hein, c'est un problème, c'est structurel, c'est l'État, c'est le monde, faut remuer l'humanité tout entière. Mais du racisme anti-blanc, oui, non, c'est oui. Tension, quoi, tu vois, on aurait dit, je vous dis, une bagarre en cours d'école entre deux collégiens, vous lui mettez une baffe, ça suffit. Non, vous avez une petite tension, Parce que oui, il y a des agressions, il y a des violences. Je me dis que... il y a des agressions, il y a des violences, bon allez, le mec il se fait défoncer, il a perdu son œil, hein, alors, je pense au jeune marin qui lui est à l'hôpital en rééducation, et lui c'est quoi, c'est pas du racisme aussi, lui il pourrait pas dire que c'est parce qu'il est blanc qu'on l'a foutu par terre et qu'il se retrouve certainement à deux doigts de ne plus pouvoir marcher, et ça, est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Quand même, tout cet empressement, toute cette urgence autour de la question du racisme anti-blanc, on l'aurait voulu quand le racisme a tué et a touché d'autres populations. Voilà. Ah bon? Parce qu'il y a eu de l'empressement autour du racisme anti-blanc. Vous avez déjà vu des manifestations pour du racisme anti-blanc? Vous entendez? Alors, comme elles passent leur temps à dire que ça n'existe pas, et là, elles vont nous dire qu'il y a des manifestations. Il y a des manifestations de racisme anti-blanc. Vous avez rêvé, ça n'existe pas. Il n'y a pas de manifestation de racisme anti-blanc. Là, elle fabule complètement. Et puis en plus, dans un relativisme complètement fou, oui, ah bah s'il y a du racisme anti-blanc, il pourrait justifier parce que les blancs n'ont pas réagi à d'autres racismes. D'ailleurs, quel racisme ils n'ont pas réagi? Puisqu'en France, il y a SOS Racisme, il y a des tas de lois qui ont été créées. La moindre personne qui ose dire quelque chose, elle atterrit devant un tribunal. Donc, de quelle façon on me dit que l'État est structurellement raciste? Puisque l'État, il combat le racisme, il fait tout pour combattre le racisme. C'est l'inverse. Que cette mobilisation massive, immédiate, complètement,
ouais, vraiment fervente, et ben on l'aurait espéré quand il y a d'autres populations qui ont été touchées. Voilà. Ah bon? Mais de quoi elle fait référence? J'espère pour elle, c'est pas les attentats, mais je trouve ça surréaliste, parce qu'elle nous parle d'une mobilisation fervente, nabrise, nombreuse, pour du racisme anti-blanc. À quel moment? Et si, alors là, elle met ça sur le dos des attentats, c'est encore plus grave. C'est ça qu'elle appellerait une manifestation anti-blanc, selon elle. Je ne sais pas. Mais je suis assez étonné, parce que moi, je ne constate pas ces manifestations contre le racisme anti-blanc. Si la question du racisme, elle est si grave, elle ne peut pas être extrêmement grave ou plus grave quand elle touche ceux qu'on appelle les blancs. Voilà. Voilà, c'est la conclusion. Je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, elle nous dit, elle peut pas être plus grave quand ça touche les blancs. Ben évidemment, mais les blancs n'ont jamais dit ça. Ils voudraient juste qu'on prenne en compte leur racisme. Sauf que c'est tellement politiquement incorrect, puisque elles-mêmes, elles ont l'hypocrisie et la malhonnêteté de ne pas l'admettre, puisqu'elles parlent de tension, elles essaient de minorer, de dire que tout ça, finalement, c'est des petits conflits interpersonnels, que ça n'a rien à voir. En fait, le racisme anti-blanc ne peut pas être du racisme. Et pourtant, elles sont obligées d'admettre les violences, quand elles disent elles-mêmes, les agressions. Mais non, les violences, les agressions, c'est des réactions. Hein, c'est juste du ressort culturel. Voilà, ça c'est quand même extraordinaire, quoi, de voir à quel point cet antiracisme, eh ben, pour moi, il porte à la fois les contradictions, mais aussi une malhonnêteté dans la défense qui est clairement... le paradigme dans lequel tous les racisés, comme ils aiment bien les appeler, seraient gentils, et tous les non-racisés, là on se demande ce qu'ils sont, s'ils n'ont pas de race, ils sont non-racisés, espèce de truc, quoi, qui sont là, on sait pas trop, donc vous voulez non-racisés, bon bah, vous êtes, vous seriez d'horribles méchants. D'ailleurs, pour ma part, on me demande ce qu'on va faire des métis, ce seraient des racisés non-racisés. Ça va être, on est particulièrement inclassable. En tout cas, voilà, on arrive sur la fin. Je vais prendre quelques questions en plus, voilà, du public, de métanotes connectés. Hein, vous demandez, on me dit pourquoi ne pas l'inviter, parce qu'elle ne viendra jamais, mon cher, parce que là vous rêvez complètement. On me dit pourquoi pas inviter Houraya Boutelja, non, elle ne viendra pas, faut pas rêver. On a invité, j'avais invité Maboula Soumaoro, qui n'avait pas d'ailleurs refusé, mais bon, c'était assez compliqué pour elle, mais bon... On l'aurait bien invité, hein, donc ne crois pas qu'on ne veut pas les inviter, mais bon, on est déjà trop sulfureux pour eux. Je pense que dans le genre sulfureux, c'est pas... comment dire? C'est pas là où ils voudraient venir en premier. Alors, on me dit... alors, qu'est-ce que vous me dites encore j'imagine qu'il y avait pas mal de questions. Quand je vois ces femmes, mais qui les menace, qui les empêche de quoi que ce soit? On se demande, elles sont en guerre contre des gens qui ne les menacent pas. Sont-elles poursuivies par des hordes de blancs chrétiens en furie dans les rues? Quels sont les pays où elles pourraient ainsi protester dans le pays qui les accueille sans qu'il leur arrive quoi que ce soit? Il n'y en a pas beaucoup. Et là, mon cher, je souscris, je signe tout de suite, parce que c'est ça l'aberration. C'est que ce sont des gens qui viennent cracher sur la France, alors que même peut-être bien dans leur pays d'origine, elles ne pourraient pas se permettre de faire de la même façon et de venir cracher sur un pays comme ça, avec la liberté d'expression dont elles profitent ici allègrement, plus que les prétendus racistes qu'elles prétendent combattre, qui, eux, sont souvent constamment sur la scène. Eux passent leur vie devant les tribunaux, à la 17e chambre, pour s'expliquer de tel ou tel article, de ce qu'ils ont dit ou quoi. Hein, elles n'ont pas autant de procès. D'ailleurs, Houraya Boutelja, qui avait été attaquée pour son histoire de Souchal, a été relaxée pour cette affaire, parce que la justice, vous voyez, cette belle justice de gauche, elle a dit, le français de souche, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, ça existe dans la tête de tout le monde, sauf de la justice. Elles ont le droit donc d'insulter allègrement les blancs français de souche, en les traitant de sous-chiens. Ça passe pour la justice, il n'y a pas de problème. Vous essayez de faire la même chose, vous allez voir que vous allez atterrir vite fait devant la 17e chambre, vous allez comprendre. Alors, on me dit, un de mes voisins blancs, suite à une vague querelle de voisinage avec une noire musulmane, s'est vu menacé par celle-ci, comme quoi les noirs et les arabes s'étaient entendus pour brûler et tuer tous les blancs et virer le président. Il a voulu porter plainte pour racisme, on l'a découragé, comme quoi c'était inutile et que sa plainte ne donnerait rien, ce qui n'est pas faux, et c'est vrai. Et des histoires comme ça, il y en a énormément.
Parce qu'en plus, les plaintes pour racisme, déjà, c'est vrai qu'ils les prennent pas dans l'ensemble toutes, y compris quand c'est des noirs. Mais alors, quand c'est des blancs, je peux vous dire, on vous les abandonne tout de suite. Ou alors, on va vous expliquer, quand vous êtes dans l'administration, vous êtes insulté, il y a des professeurs qui sont insultés de sales blancs, etc., des flics, des machins. On vous dit, non, portez pas plainte, vous allez faire le jeu du Front National. Hein, voilà ce qu'on leur répond dans l'administration. On répond ça aux gens. C'est ça la réalité. Alors ça dérange, évidemment. Hein, on n'a pas le droit de dire ça, mais c'est une réalité. C'est qu'on veut masquer la situation parce que, contrairement à ce qu'elles disent, elles sont protégées. Leur discours et les actes de ces gens-là sont protégés, ils ne sont pas mis au grand jour. Hein, et c'est elles qui bénéficient d'une protection et certainement pas les soi-disant blancs qui les opprimeraient. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Certains propos de ces femmes ne sont-ils pas condamnables par la justice? Ah, mon cher, moi je ne jouerai pas encore les matadors, mais des fois, oui, j'ai envie de le faire aussi. Mais c'est vrai que c'est incroyable, parce que moi, je pense que pour les mêmes propos, je me retrouverai, je peux le dire, devant la justice, pieds et poings liés. Voilà, on me demande quel est le nom de la vidéo, c'est le débunkage de Ce soir ou jamais, et de toute façon, on mettra le lien, évidemment, si ça vous intéresse, dans la description. Allez, on me dit, les dernières questions me disent, savez-vous si des pays sociaux étrangers financent ces agitateurs? Nous ne devons pas nous voir un grand danger, un universalisme semblant avec seuls des blancs antiracistes soumis à l'idéologie, intégrant leur société, convaincus d'un monde éloigné de la réalité, nous sommes proches de la schizophrénie. Allant dedans, nous serions dans la folie. Au bout d'un système, au bord du gouffre, nous avons fait un grand pas en avant. Pensez-vous que ces agitateurs peuvent mener à couper des têtes pour refaire l'Europe sur un nouvel ordre? Ah ben moi, clairement, mon ami, je pense que ces gens-là sont effectivement des agitateurs. Je n'ai pas la preuve, parce que c'est pas non plus évident qu'ils soient rémunérés ou stipendiés par quelconque organisation, mais on voit que derrière, à chaque fois, les organisations de manifestations, il y a bien des associations qui, elles, touchent des subsides venus d'organisations comme l'Open Society de George Soros. C'est le cas du Bondi Blog qui a été créé après les émeutes de 2005, qui diffuse son idéologie qui est sur la même ligne de toute façon que ces gens-là. Et puis après, vous avez vu, l'affaire Mehdi Méclate, lui bénéficie, on a vu, c'est la dualité, c'est le personnage, c'est pas lui, c'est quand tout le monde a pris sa défense, toute la bobosphère de gauche, toute la gauchiasserie ambiante qui chimoue sur l'antiracisme dès qu'elles entendent parler d'un Conversano, d'un Lelay, où il faudrait les mettre sur l'échafaud. Là, elles vont mettre des gens en avant, mais ils sont sur le même logiciel, faut comprendre. Ce serait, normalement, si on devait les accueillir, à la limite, faites une bataille idéologique et invitez des gens qui sont sur le même logiciel, et que s'ils pensent pas différemment. Mais ils sont pas loin, puisque c'est la même chose, ils défendent leur ethnicisme. Mais on peut pas leur reprocher aux uns de défendre l'ethnicisme et aux autres de pas le faire, à ce moment-là. C'est ça l'égalité, c'est ça l'objectivité. C'est de dire si les uns défendent un ethnicisme, les autres défendent un ethnicisme. Souvent d'ailleurs, je pense personnellement que les Blancs en plus s'organisent, tentent en tout cas de faire cette organisation ethnique en réponse à ce genre de mouvement. C'était pas quelque chose d'inné, sinon il l'aurait fait depuis longtemps. Or c'est quelque chose de plutôt plus récent, cette identification comme ça ethnique. Donc c'est quelque chose qui est une réaction profonde de toute façon aussi à la situation et à ces discours-là qui ont un corps, parce qu'elle ne parle du corps social blanc, mais il y a bien un corps social arabe et un corps social noir aussi en France, et qui compte énormément. Dans la preuve, on s'adresse à eux dans l'élection présidentielle constamment. Vous avez qu'à le voir, tous les candidats s'adressent à eux. Donc moi, je suis entièrement d'accord, et que ces gens-là, dans leur vision et comment ils sont en train de fracturer la société, c'était bien une volonté des Américains dans les fameux caps de Wikileaks, où, quand vous allez à la section France, vous pouvez trouver la stratégie qui a été menée par les États-Unis depuis une dizaine d'années pour l'Europe et particulièrement pour la France, qui est de s'appuyer, comme ils le disent eux-mêmes, sur les enfants des immigrés et sur des leaders d'opinion, afin de distiller en gros leur idéologie, et que ces gens-là adhèrent en fait au mondialisme libéral, entre guillemets, et comme ils disent, en restant derrière, tout le temps, en ne faisant pas croire que c'est eux qui influencent l'idéologie. Et ça donnera jusqu'à, vous avez vu, l'ambassadeur Rifkin du temps d'Obama, qui allait en banlieue avec toutes les entreprises qu'emmenaient McDonald's et Nike
dans ses valises pour aller parler à des mecs de banlieue et leur dire regardez les États-Unis, on s'occupe des banlieues, nous on fait des trucs, on assure. Voilà. Et ça, donc oui, c'est très très cohérent et effectivement peut-être même inconsciemment. Après, c'est pour ça que je vous dis, elles sont pas forcément stipendiées par Soros, mais en tout cas, elles lui servent bien ses intérêts. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, on me dit, faut-il s'organiser pour arriver à déstructurer ce genre de discours? Ah, ben ça, moi, je suis entièrement pour. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour qu'il y ait un contre-discours, pour que aussi construire et donner aussi des armes et des arguments aux gens qui regardent ces vidéos. Et une fois qu'ils sont armés intellectuellement, ils se tromperont plus dans le panneau. Et qu'en plus, quand ils reverront ce type de vidéo, ils auront un réflexe immédiatement de méfiance et de recul vis-à-vis de ce genre de discours. Donc c'est pour ça que ce genre de vidéo, pour moi, elle est importante. Et on me dit, oui, c'est un sujet sur lequel je m'acharne. Oui, je m'acharne parce que je sais que c'est un sujet d'importance, très important, parce que en ce moment même, un des objectifs de ces gens-là, il va être de modifier l'histoire avec un grand H dans sa profondeur, pour justement l'adapter à toutes leurs théories. Et une fois qu'ils auront modifié l'histoire, je vous dis, c'est comme un peu aller dans les fichiers sources, ça va être très difficile de revenir en arrière. Voilà. Alors, allez, les derniers trucs, on me dit, il faudrait créer un parti de la blantude pour pallier celui de la conneritude. On me dit, penses-tu que des théories basées sur la non-violence afin d'apaiser les conflits sociaux? Il n'y a pas tellement le choix. Moi, mes théories ne sont pas basées sur la violence. Je pense que toutes les solutions seront politiques. Il n'y aura que des solutions politiques. Mais après, c'est pas parce que je pense qu'il y a des solutions politiques qu'il ne faudra pas justement en arriver, en passant en tout cas par des actes forts. Mais non, la violence ne réglera pas les conflits. Non, je ne pense pas. Non, pas du tout. Elle en est souvent la conséquence. Elle ne va pas les régler. Alors, on me dit, franchement, je ne sais pas comment cette femme fait pour ne pas se perdre dans son argumentation. Eh ben, moi, je pense qu'elle est tellement contradictoire qu'elle ne peut pas se perdre. Une fois qu'elle est partie à gauche, elle peut repartir à droite, et elle peut repartir devant et par derrière, puisque de toute façon, dans son dogme et dans ce paradigme, tout est bien établi d'avance. Et c'est ces gens-là qui vont donc former ce qu'on appellera l'antiracisme de demain, et qui vont prendre une importance jusqu'au jour où tous ces gens vont effectivement arriver au plus haut niveau et porter ces idées qui seront vraies. Ça sera porté par une partie de la gauche. Mais peut-être pas encore dans cette élection, mais après l'élection présidentielle. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci à vous tous. Merci à la régie, merci aux modérateurs, je ne sais pas s'ils sont connectés, je ne le vois pas encore. Merci aux métanautes s'ils sont là. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous soutiennent. Voilà, et puis un petit mot, de toute façon, je reparlerai des législatives parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. En tout cas, c'est toujours d'actualité. Et merci à tous ceux qui ont répondu, parce qu'il y a eu pas mal de réponses. Donc voilà, s'il y a des gens, je répète encore, qui sont intéressés, qui veulent s'investir et participer à cette campagne, eh ben, on va les solliciter avant qu'il y ait tous les outils qui soient bientôt construits. En tout cas, merci à tous. Et puis on se retrouve bientôt parce que forcément, si vous écoutez ce message, c'est que forcément, vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.